Bonjour à tous et bienvenue dans ce podcast, 75e numéro du podcast Hors Jeu Capital 100% PSG. Je sais que vous l'attendiez en nombre, on a eu beaucoup de réactions déjà hier sur Twitter qui me demandaient quand est-ce que sort le podcast. Eh bien, c'est pour aujourd'hui. On l'a enregistré en début d'après-midi et on va revenir évidemment pendant toute cette heure, on va dépasser un peu l'heure de podcast, sur le match hier, la victoire du Paris Saint-Germain très courte de la plus petite démarche, 1-0 face à Leipzig. Avant de revenir sur le sommaire et sur le sommaire, ce dont on va parler pendant l'émission, je vais vous présenter l'équipe directement. On va essayer d'aller vite parce que je sais que mes collègues qui sont avec moi là ont beaucoup de choses à dire sur le match d'hier. Tout d'abord, Mousse. Bonjour Mousse, comment ça va? Salut Hugo, salut tout le monde. Écoute, ça va bien. Ouais, ça va. Bien dormi? Oui, mais moi je dors toujours bien. Ouais. C'est pas, moi, en fait, moi, un match, ça m'empêche pas de dormir. Jamais. Ah, À part la remontada, ce genre de match, mais sinon, non, ça va. Il y a la bon. victoire, donc ça atténue un peu la déception Ouais. du contenu, etc. On en reparlera, mais oui, non, ça va. Et la victoire, je pense, elle fait beaucoup aussi dans le bon sommeil. Bah oui, c'est pour ça. Nicolas Puravo qui est avec nous. Ça va, Nico? Salut Hugo, ça va bien, impeccable. Et enfin, Yacine Amned qui, voilà, il y a un tweetos qui m'a posé la question, il m'a dit ça va être dur demain de poser la question ma fidèle question, comment ça va Yass? Bon, je pense que je peux te la poser. Comment ça va Yass ce matin? Non, mais ça va. Mais Voilà, mais ça va. ça va. À, à part les lunettes qui ont changé un peu là, parce que moi je l'ai pas vu la dernière fois. Ouais. Voilà, il y a un petit changement de lunettes, mais sinon on est ok, on est en forme pour débriefer. Donc on va revenir évidemment sur ce match. Le débrief de PSG, Leipzig, victoire 1-0 du Paris Saint-Germain, un penalty de Neymar en début de rencontre sur une faute peu évidente de Sabitzer sur Di Maria, mais ça arrange bien les affaires du Paris Saint-Germain. Alors avant de commencer à rentrer dans le vif du sujet, petite première impression déjà générale. Donc le PSG qui a gagné sur un penalty accordé en début de rencontre, qui s'est relancé dans son groupe de Ligue des Champions, lui qui était aux portes de l'élimination. La soirée a été réussie mathématiquement. Pour le reste, on repassera. Le visage affligeant montré hier soir ne laisse augurer rien de bon, en tout cas de mon point de vue. Rarement on a vu le PSG autant malmené sur sa pelouse, avec seulement 38% de possession sur l'ensemble du match. Aucun fond de jeu, des grands dégagements en panique de Danilo Marquinhos, un milieu de terrain totalement dépassé dans l'intensité. Eux-mêmes et inspiré, rien n'était dans le bon sens hier soir. Mousse, je me tourne vers toi. Miracle, sursis, braquage, quel qualificatif te vient en tête pour décrire le match du PSG hier face à Leipzig? Ah, braquage, c'est pas mal. Pas mal, Ouais, hein? braquage, c'est pas Ouais, mal. Ouais, les- c'était un beau braquage hier. Ouais, juste avant le podcast, on parlait avec Nicolas et on se disait que dans le contenu, c'est peut-être le pire match en phase de poule de Ligue des Champions sous l'RQSI. Dans le contenu, honnêtement. Et pourtant, quand tu prends le 11 de départ, tu dis, bon, c'est cohérent avec, tu sais, les absents, les présents, les blessés, ceux qui revenaient de blessure. À part peut-être Verratti, vu la fin de match, on aurait peut-être dû le tenter au début du match, mais sinon, la compo de départ, elle est cohérente, même si je sais que Yacine aurait préféré voir peut-être Keane. Moi aussi, hein, j'aurais bien aimé voir Keane quand on voit l'entrée qu'il fait. Mais sur la compo, pas grand-chose à dire dès le départ. Sur le contenu, moi, j'ai rarement vu un PSG aussi faible parce que tu reparleras de la stat tout à l'heure. C'est vrai qu'en termes de possession, on avait vécu la même chose face au Bayern au Parc, mais c'était un match défensivement mieux maîtrisé. On avait joué en contre ce match-là, mais il y avait eu des choses intéressantes dans la combativité, l'état d'esprit, etc. Hier, on n'a rien eu. Donc, je suis très, très inquiet. Même si on s'est bien repositionné dans le classement, il reste 2 matchs, il va falloir montrer autre chose. Nico, la victoire a été assurée du côté du PSG, mais dans le contenu, que dire? Première impression sur ce match au lendemain de la victoire très courte du PSG? Nullité absolue dans le jeu. J'ai effectivement rarement vu ça. J'ai pas souvenir d'avoir vu un PSG à domicile en plus contre une petite équipe en face. Un PSG aussi faible, aussi trouillard, même ce que tu sentais hier qu'ils avaient peur. Après, contrairement à Mousse, moi je pense que la compo d'équipe, elle est justement pas du tout cohérente parce que tu débutes sans point d'appui devant. Tu débutes avec 3 joueurs qui sont incapables de faire du travail défensif sur la durée. Tu débutes avec un milieu incapable de créer du jeu. Donc moi, je pense qu'au contraire, la compo de départ, elle est très très bancale. Après, elle correspond parfaitement à la philosophie de jeu de Tourelle sur ce match, à savoir, on met tout le monde derrière, on balance devant en espérant que Mbappé courra plus vite que les autres, et puis on croise les doigts pour un coup de pouce. Et puis le coup de pouce, il a eu lieu très vite avec ce penalty imaginaire. Et puis derrière, souffrance absolue. Souffrance absolue
Et vraiment, grosse inquiétude pour la suite de la saison. Souffrance absolue, donc je retiens, c'est le mot pour toi, Nicolas. Yacine, toi, qu'est-ce que tu fais comme analyse du match à froid au lendemain de cette victoire du PSG de façon très, très étriquée et très miraculeuse? Alors, si on avait fait le podcast à 23h, je t'aurais dit qu'ils ont été nuls. J'ai revu le match et en fait, ils ont été archi nuls. En fait, en voyant le match, je pensais voir des choses. Tu sais, je me suis dit, bon voilà, en direct, avec l'énervement et tout, tu te dis, bon, Émotion, etc. Ouais. tu t'exagères toujours un peu. Bon, en fait, c'est encore pire en revoyant le match. C'est une catastrophe, tactiquement, techniquement, dans la mentalité, dans l'état d'esprit. Il y a une image qui me choque en milieu de première mi-temps. Il y a donc plutôt 7 joueurs à vocation défensive au PSG. Il y a 7 joueurs qui forment une ligne. J'ai jamais vu ça, c'est-à-dire que même au niveau district, ça n'existe pas ça. Avoir 7 joueurs alignés tellement personne ne sait où se positionner, j'ai jamais vu ça. Donc il y avait 7 joueurs comme ça sur une ligne. Voilà. Allez sur 5 mètres de profondeur, parce que bon, ils ne peuvent pas faire une ligne vraiment exacte, mais il n'y a pas de ligne, il n'y a pas de positionnement un peu pour gêner des intervalles de passe. Il y a 7 joueurs, voilà, une ligne de 7 joueurs. Franchement, c'est catastrophique. Et en fait, c'est pareil on y reviendra après, mais sur les prestations individuelles. Pour le dire, on en a parlé avec Mousse au milieu du match sur Danilo et tout. Et en fait, quand tu revois, en fait, c'est catastrophique. C'est-à-dire qu'en fait, tout est fait à l'arrache. Il n'y a rien d'intelligent, il n'y a rien de structuré. Tout est fait à l'arrache. Les interventions, elles sont faites à l'arrache. Les dégagements, ils sont faits à l'arrache. Les positionnements, c'est déplorable. Bref, franchement, comme tu as dit, c'est un braquage. Je dirais c'est un miracle. Et pour juste dire un mot sur Tourelle, il avait donc critiqué l'OM sur la victoire au Parc, c'est ça? Ouais. Ok, d'accord. C'est vrai. Bah, il devrait revoir le match et revoir sa conférence de. Maintenant, il se rend compte de ce que les petites équipes de Ligue 1 font chaque week-end contre le PSG. Parce que je crois bien que l'OM a quand même été meilleur que le PSG d'hier. C'est dire. Yacine, il est chaud. Pour faire un point quand même sur le groupe H, parce que c'est quand même l'information, on va dire, principale de la soirée. Hein. Le PSG qui était au bord de l'élimination, qui passe devant Leipzig au classement dans ce groupe H. Manchester a gagné contre le Başakşehir, a fait le travail, est à 9 points, avec une différence de plus 8. Paris est deuxième à 6 points avec plus 1, mais à la différence de but particulière, comme ils ont gagné de leur confrontation là, à domicile, ils passent devant Leipzig qui eux aussi ont 6 points, mais une différence de but moins importante avec moins 3. Et Başakşehir, bon dernier avec 3 points. Le point positif, évidemment, c'est ce que tu viens de dire. Il a gagné sa double confrontation, il paraît que c'était son objectif au départ. Voilà. C'est au moins le point positif. Au goal average particulier, déjà, il est devant Leipzig. C'est ce qu'il nous a expliqué à la fin du match aller. Ouais. Bon, on reviendra en tout cas en plus sur ces déclarations de fin de match où il y a énormément de choses à dire, mais reprenons le fil de la rencontre. Mousse, en début de match, très clairement, on a vu dès le début un Leipzig largement meilleur qu'au match aller, chez eux, même que celui de l'adversaire en demi-finale. On a vu le Leipzig qu'on connaît, hein, avec un pressing étouffant, agressif sur le porteur de ballon, avec de l'intensité. Et le PSG, très clairement, a joué très rapidement avec 5 joueurs derrière, en position défensive, en essayant de placer des contres, mais a très vite concédé, en tout cas sur la première période. Déjà, ils ont concédé énormément et ils ne doivent leur salut qu'à des sauvetages miraculeux sur la ligne ou à la maladresse des joueurs de Leipzig qui, je pense, quand on fait le fil de la rencontre, Leipzig leur a manqué des individualités et des joueurs justement pour marquer dans les moments opportuns, ce que le PSG a vu avec Neymar et ce penalty. Oui, avant de te répondre, je voulais juste revenir sur ce que disait Nicolas quand il disait qu'il n'était pas d'accord avec moi. Moi, je disais que la composition n'était pas scandaleuse au vu des forces en présence. Et puis, il y avait Gay qui avait pris un rouge et qui était suspendu. Et tu as Herrera et Paredes qui revenaient plus ou moins de blessures. Voilà, ça, je vais refaire la parenthèse. Pour faire un petit point info, Mousse, pour compléter ton propos, je peux vous donner la compo. Alors, Navas était au but. On avait une défense avec le retour de Marquinhos en poste de défenseur central avec la suspension de Kimpembe. Marquinhos, Diallo, Baker, qui a été préféré à Kurzawa. Un milieu de terrain à 3 avec Paredes, Herrera, Danilo Pereira. Et une attaque à 3 avec Di Maria, Neymar et Mbappé. Vas-y, je te laisse reprendre ton propos. Ouais. Donc oui, dès le début du match, on a senti un Leipzig très agressif, très haut sur le terrain. Le PSG était incapable de ressortir proprement un ballon. Impossible. Herrera et Paredes semblaient perdus au milieu de terrain. Alors sur Danilo, on en parlait avec Yacine pendant le match. Moi, je lui disais que dans la bouillie collective, moi, je trouvais que Danilo, il a fait ce pourquoi il est payé, c'est-à-dire essayer de gratter des ballons, mettre un peu d'impact physique au milieu. Pour moi, ça a été le moins pire parce que
les autres étaient censés quand même apporter un peu de créativité ou un peu de surnombre devant. Ça n'a pas été le cas. Donc pour moi, Danilo, il n'a pas fait un grand match. Mais si tu me prends le milieu à 3, si tu me dis lequel a mieux fait son boulot, je ne dis pas qu'il a été très bon, mais lequel a mieux fait son travail, pour moi, c'est Danilo. Parce que Herrera, je l'ai trouvé, alors comme d'habitude, hein, beaucoup d'énergie, ça court, mais pas toujours à bon escient. Paredes, tu avais l'impression que physiquement, il n'était pas là. Euh, Difficile dans ces cas-là parce que quand tu n'as pas un créateur au milieu ou quelqu'un qui fait le lien entre le milieu et l'attaque, si en plus tu as un Mbappé, et c'est vrai qu'on en parlait aussi avec Yacine hier qui m'a bien expliqué, il a tout à fait raison, un Mbappé qui cherche à revenir pour toucher des ballons, qui fait aucun appel, entre ça et le fait que derrière ça balance alors qu'il n'y a rien, il n'y a pas de mouvement, ouais, non, c'était catastrophique, comme l'a dit Yacine. Le milieu de terrain, hier, c'était catastrophique. Et encore une fois, quand tu vois l'entrée de Verratti, même sur 10 minutes, et Yacine et même Nicolas étaient d'accord la semaine dernière pour dire, mais mieux vaut démarrer avec un Verratti, même à 50%, et le sortir dès qu'il est cramé. Et je pense que là, on aurait peut-être vu un autre match. On parlera de Verratti, justement, de sa rentrée tout à l'heure, qui a été évidemment très intéressante. Yacine, je me tourne vers toi. Mousse en parlait. Il y a une stat qui illustre cette première période. 37,2% de possession en première mi-temps. Paris n'avait plus affiché un pourcentage de possession aussi faible en première période de Ligue des Champions depuis septembre 2017. C'était face au Bayern Munich, on se souvient de la victoire 3-0, qui avait précipité d'ailleurs le départ de Carlo Ancelotti. Dans les intentions, on a vu le PSG avec le ballon, c'était une sorte de 3-4-3 avec Danilo Pereira qui venait s'intercaler entre les deux défenseurs centraux. Mais clairement, dans la construction, c'était catastrophique, laborieux, parce qu'on sautait milieu de terrain à chaque fois en fait. Soit ça envoyait des grands ballons devant, soit Neymar était obligé de redescendre et de dribbler 3-4 joueurs pour faire la différence, parce que le milieu de terrain a été fantomatique. On fera un focus sur le milieu de terrain tout à l'heure, mais en tout cas, ça vient quand même dans le fil de la discussion de la première période pour décrire la première mi-temps des Parisiens. En fait, le problème, c'est pas forcément la possession de balle, c'est ce que tu en fais. Si tu as 37% de possession, mais que tu l'utilises comme il faut, il n'y a pas de problème. Sauf que là, en fait, tu as 37%, mais tu as 75% de passes réussies. Ça veut dire qu'une sur 4, déjà, elle est ratée. Alors qu'en plus, tu ne cherches pas des passes compliquées. Tu dégages le ballon. Tu joues dans ce système-là en te disant on joue bas et on va jouer les contres. Il faut donc que tes attaquants donnent de la profondeur, ce qu'ils n'ont jamais fait. Alors, est-ce qu'ils n'ont pas les jambes? Est-ce qu'ils n'avaient pas envie? Est-ce qu'ils préfèrent avoir le ballon dans les pieds? Bon, ça, c'est un autre débat. En tout cas, c'est ce qu'ils devaient faire. Ils ne l'ont pas fait. Et même parfois, les trois attaquants se sont retrouvés tous les trois sur le même côté. Ça veut dire qu'il n'y avait pas de largeur. Mais évidemment que c'était. Et à gauche, il faut préciser que c'était à gauche, toujours à gauche. Et donc, le problème de ça, c'est que. Alors, je suis d'accord avec vous, Leipzig a mis du pressing, du rythme, mais c'était pas non plus un truc de fou. C'est juste que tellement Paris était faible, on a eu l'impression que Leipzig était en mode Ligue des Champions, quoi. Mais en fait, Leipzig, ils ont fait un match correct, cohérent, intelligent, avec un manque d'efficacité. Mais c'est pas leur pressing qui met Paris en difficulté, c'est Paris qui se met en difficulté tout seul. Il n'y a pas d'échange de passes. On y reviendra encore, mais juste pour faire un parallèle, sur les 5 dernières minutes, quand il y a Rafinha et Verratti, mais il y a plus de passes que dans tout le match avant. Juste en une ou deux touches, tac, ça donne, ça bouge, ça donne, ça bouge. Et ils sont restés là-haut pendant 2 ou 3 minutes. Ce qu'on n'a jamais vu du match. Donc, ce n'est pas qu'une question de 37%. C'est une question de 37%. Et dans ces 37%, tu n'as rien fait avec le ballon. Et dès la première mi-temps, on a eu des dégagements de fin de match. De panique, bon, faut dégager le ballon, faut respirer. C'est pas possible. Et si tu es soi-disant un candidat à quelque chose en Ligue des Champions, je ne parle même pas de victoire, mais un parcours intéressant, mais c'est pas possible de te comporter comme ça. Nico, on a vu très clairement que le Paris Saint-Germain s'est mis en mode, j'avais tweeté hier, en mode Coupe de France, c'est-à-dire le petit poussé qui met son but en début de match à la 10e minute, et puis le reste du temps qui défend, qui essaye de repousser les vagues et qui attend désespérément le coup de sifflet final, qui essaie de procéder en contre. Mais même ça, le PSG n'a pas vraiment réussi à procéder en contre. Mais on a vu vraiment ce dispositif, ce schéma, alors qu'on n'a pas l'habitude de voir ça, évidemment, avec le Paris Saint-Germain. Je rappelle, tu as Neymar et Mbappé dans ton équipe et que tu es dernier finaliste de l'édition de Ligue des Champions. On a ce qu'on mettait hier, on aurait dit une équipe de district face à une Ligue 1, quoi. Parce que tu n'as pas de... Sur le match d'hier, tu n'as pas de structure déjà au départ. C'est ça un petit peu aussi, moi, je pense, qui est très, très inquiétant. C'est que tu as des joueurs qui sont paumés. Alors, Tourelle, il nous a refait le coup de sa sentinelle qui se
qui coulisse en défense centrale quand on a le ballon. On a l'impression que c'est le seul truc qui soit aujourd'hui capable d'aligner, parce que c'est le seul truc qui a marché à une époque. Ça a marché 1 ou 2 matchs, et du coup, maintenant, ils pensent que ça va être la solution miracle. Mais c'était la première fois quasiment qu'on le voyait en match avec Danilo dans ce rôle-là. Donc déjà, c'est assez bizarre, je trouve, de tenter ça sur un match où tu joues ta saison en Ligue des Champions. Et puis derrière, encore une fois, tu as cette structure d'équipe qui est complètement chaotique. Dans le ballon, avec ces trois centraux, tu peux imaginer que tu vas avoir des latéraux très hauts qui vont t'offrir des solutions. On ne les a jamais vus. Tu as 2 milieux de terrain, effectivement, Paredes et Herrera, qui sont incapables d'enchaîner les passes vers l'avant. Alors c'est surprenant, parce que Herrera, c'est quand même pas non plus un manche. Paredes, il y a aussi une qualité de passe. Mais pour qu'ils soient systématiquement les deux incapables de faire quelque chose, c'est que tu as les trois de devant qui ne t'offrent pas non plus les bonnes solutions. Donc, soit en profondeur, comme le dit Yacine, où tu as effectivement cette absence totale d'appel des deux côtés. Et puis, tu as aussi eu un problème sur ce match, c'est que tu as systématiquement Neymar qui vient aspirer le ballon et qui, derrière, plutôt que d'aérer le jeu et de donner de la fluidité, il te fait des séquences à 7, 8, 9 touches de balle. Et derrière, ton bloc, bah, il s'arrête. Tu bloques tout le bloc, tu ne peux plus bouger. Donc, quand tu commences à avancer, tu es complètement désordonné, il n'y a plus de coordination. Et à l'arrivée, tu as cette espèce de bouillie tactique qui est incompréhensible pour cette équipe-là. On aurait dit soit effectivement une équipe de district contre une Ligue 1, soit une équipe avec 10 nouveaux joueurs qui vient d'être recrutés. Et on débute sur un match amical où personne ne sait vraiment comment tu joues. Donc, incompréhensible de voir ce niveau-là. Et encore une fois, je le dis, super inquiétant parce que tactiquement, cette équipe, aujourd'hui, tu sens qu'elle est paumée. Oui, Yacine. Juste un mot. C'est la première minute tableau noir du jour. Sur l'histoire de ce joueur qui revient entre les deux centraux. En fait, c'est intéressant. Quand ton joueur qui revient entre les deux centraux, il a une réelle qualité de passe. À la limite, s'il y en avait un qui devait redescendre, ça aurait été Paredes, par exemple, qui est capable, sur ce premier pressing, de trouver 20 mètres plus haut un joueur au milieu. Si c'est Danilo, ça ne sert à rien, puisqu'il ne l'a fait jamais cette passe. Donc en fait, tu te retrouves avec 3 joueurs derrière le ballon, mais avec aucun capable de faire cette passe pour sortir de la première ligne de pressing. Donc, non seulement tu mets ton joueur en difficulté, parce que malgré tout, ça demande quand même une réflexion de dire, je suis au milieu là, tac, on a le ballon, je recule vite, les deux s'écartent, hop, on n'a plus le ballon, je ressors au milieu et les deux rentrent à l'intérieur. Donc déjà, c'est un réflexe normalement, c'est des automatismes qui se créent. Effectivement, comme je rejoins Nico, c'est pas normalement dans un match comme ça que tu le testes. Mais en plus de ça, si ce joueur-là n'est pas capable de te faire cette passe-là, mais ton système, il veut rien dire. Quand Guardiola le fait avec Kimmich ou avec Lam, c'est qu'il y a une raison. C'est parce que ce joueur, il a une vraie qualité de passe. Si tu le fais avec Danilo, ça ne sert à rien. Après, ça peut justement te servir à dégager tes latéraux. C'est là où justement tu peux t'imaginer. Voilà, tu as les deux latéraux qui sont censés monter très haut. Sauf que là, on a les deux latéraux qui sont restés très bas. Et donc, du coup, tu te retrouves avec une ligne de 5 derrière, avec les deux devant, les deux milieux complètement paumés et les 3 devant complètement isolés. Donc, vraiment, tu as coupé ton équipe tout seul. Juste pour finir, pourquoi les latéraux ne montent pas? Parce que Di Maria et Mbappé sont restés positionnés. C'est là qu'ils doivent rentrer à l'intérieur pour libérer les espaces et Neymar décrocher. Comme ils sont restés là-haut, les deux latéraux, s'ils sortent, ils sont au niveau d'Mbappé et Di Maria. C'est ça. Parce qu'on a vu clairement un Neymar, comme pareil, le ballon en faux neuf, avec Mbappé et Di Maria qui plongeaient devant. C'était un peu. Qui aurait pu, dans l'idée, hein, voilà, évidemment, je parle dans l'idée. Mousse, Nico et Yacine en parlaient un peu, on va faire tous les compartiments du jeu, notamment la défense. Donc, les joueurs, le groupe parisien, le bloc parisien qui a évolué très très bas. Donc, on a vu les latéraux beaucoup défendre. On reviendra sur des déclarations en fin de match, mais apparemment, c'était le plan de jeu de Thomas Tuchel, parce qu'il en parlait même dans la conférence de presse d'avant-match en disant qu'il fallait faire preuve de beaucoup de solidarité et de courage et que Paris s'attendait à un match difficile. Donc déjà, ça veut dire qu'il s'attendait à jouer de cette manière, peut-être physique, à cause du manque de physique de certains joueurs. On en reviendra tout à l'heure. Mais pour parler de la défense, Mousse, s'il y a bien une chose positive à sortir, et voilà, je prends les pincettes, mais une chose positive, c'est la défense qui, avec un milieu de terrain qu'il a complètement abandonné, qui a beaucoup subi, a réussi à ne pas concéder de but, à dégager. Bon, c'était en panique et à chaque fois, c'était au dernier moment ou placer un tacle, etc. Mais ils ont réussi à tenir et ils ont aussi bénéficié, je pense, du fait que les milieux et les attaquants de Leipzig ont fait preuve d'une efficacité énorme hier devant le but et aussi d'un Keylor Navas qui, même s'il n'a pas eu beaucoup d'arrêts à faire, est rassurant dans ses sorties de balles et il a parlé à la défense de temps en temps. Oui, moi je mettrais plus ça sur la maladresse des attaquants de Leipzig parce que pour parler par exemple de Diallo, parfois,
Et son positionnement en défense centrale, il y a des fois, c'était très bizarre ce qui se passait, hein, honnêtement. Hein. Diallo, hier, parfois, il m'a beaucoup inquiété. Et évidemment que Navas, on peut remercier aussi Navas qui sort un ou deux ballons en première mi-temps, il me semble, qui est plutôt rassurant en deuxième. Mais moi, sur la défense, je ne suis pas trop d'accord avec toi. Et même Marquinhos, et il l'a souligné dans un papier, Yacine, tu as l'impression qu'à force de le changer de poste, bah, il est un peu moins performant, même en défense centrale. Alors hier, c'était Leipzig. Peut-être qu'en Ligue 1, il va retrouver son niveau. Mais en tout cas, hier, face à Leipzig, ouais, il y a de la volonté, il y a du cœur, il y a de la générosité. Mais il y a quand même aussi pas mal d'erreurs de placement et aussi dans les relances. Il fallait au moins Donc, ouais. ça hier pour la défense, en tout cas, parce qu'on va parler du déchet technique, etc., de l'absence de cohésion, de force collective, mais au moins, comme Tourelle n'a pratiquement pas parlé de football dans ses conférences de presse d'après-match, il a parlé de cœur, de solidarité. Eux, au moins, les défenseurs parisiens ont été solidaires et n'ont jamais lâché. Même Florenzi, oui, c'est ce que je te dis. Titularisé à la place de Kurzawa, défensivement, voilà, même on en a souvent parlé dans le podcast, il a essayé de tenir son rang, voilà, en tout cas. Oui, peut-être, mais là, tu parlais de Florenzi. Et moi, hier, Florenzi, il fait pas un bon match défensivement, quoi, tu vois. Donc, c'est parce que, en fait, voilà, c'est ça, c'est que comme on prend pas de but hier et qu'on voit les Parisiens, enfin, les défenseurs s'arracher, essayer de couper des ballons, etc. Et je rappelle encore une fois aussi qu'il faut parler aussi de la maladresse de Poulsen, de Forsberg. C'est un paramètre qui est important parce qu'ils se retrouvent quand même ils se retrouvent dans des situations, les deux, où normalement, il peut y avoir 3-4-0. Donc, on peut pas à ce moment dire que la défense a été propre, etc. Donc, il y a plusieurs paramètres, mais en tout cas, celui que je vais retenir en premier, c'est plus la maladresse des attaquants de Leipzig et évidemment la qualité de Keylor Navas. Et pour Baker et Florenzi, j'en ai parlé, vous en avez parlé aussi, on a à aucun moment vu le rapport offensif, et de toute façon, comme il n'y avait pas de véritable neuf, quand bien même ils auraient pris leur couloir et ils auraient réussi à centrer, pour qui? Donc voilà, c'était pour moi la défense était compliquée et le mot braquage, encore une fois, il peut servir aussi à ça. Nico, tu partages l'avis de Mousse, donc pas le mien, sur la défense. J'essaie de tirer un peu. Moi aussi, j'ai été très négatif hier. J'essaie de tirer, si ce n'est un petit point positif, mais sur la défense qui a tenu. Mais tu fais aussi l'état que c'est plus les attaquants de Leipzig qui ont croqué alors qu'ils ont été dans une situation plutôt avantageuse pour marquer que vraiment une solidité défensive parisienne. Hier, tu concèdes 15 tirs et 17 centres. Donc tu vois que ta défense, elle est quand même en grande difficulté. Après, il ne faut pas être ultra optimiste pour se rendre compte que si tu mets Haaland à la place d'un des deux devant, hier, tu prends le bouillon. Donc oui, je pense qu'effectivement, on doit souligner la maladresse de Leipzig. Et puis, encore une fois, ce n'est que Leipzig en face. Hein. Ce n'est pas un monstre européen. Hein. C'est une équipe qui est en difficulté en ce moment, comme beaucoup, qui a des blessés, qui est fatiguée et qui nous a quand même sacrément baladé. Donc après, défensivement, ils ont été courageux, ils se sont battus dans les duels, Baker, Florenzi sont accrochés, mais après, une fois que tu as dit ça, tu peux pas non plus occulter tout l'aspect avec le ballon. Et avec le ballon, ce qu'on doit aussi juger la prestation de la défense quand tu récupères. Et quand tu récupères la balle, bah, tu vois les deux latéraux incapables de trouver des passes devant. Les deux centraux, je n'ai pas vu une seule fois gagner 20 mètres sur une accélération en essayant de partir dans un intervalle. Donc voilà, tu avais les 4 mecs derrière, bien en place, et puis qui attendaient que le ballon arrive pour le dégager avec un grand coup de devant. On en revient à ce qu'on disait tout à l'heure, un match de district, voilà, tu as des défenseurs courageux, tu as Jean-Pierre Le Boulanger, Pascal Le Comptable, ils sont courageux, ils font un bon match contre une Ligue 1, ils tapent dans le ballon dès qu'il arrive, c'est ce qu'on a vu hier, donc si ça on peut appeler ça un bon match, oui, c'est un bon match pour une équipe de district. Et ce matin, ils devaient être fatigués parce qu'à 6h, ils avaient la boulangerie à ouvrir. Ouais, il y avait la première fournée, hein. Ouais. Oui, Mousse. Ouais, non, je voulais juste dire que j'ai failli envoyer un message à Nico hier pour lancer le hashtag Baker Day, mais finalement, je me suis ravisé. Voilà. Il a fait un bon début, hein, mais après, il a été un peu bon. Ouais. Il a fait un bon début. C'est vrai. Yacine, c'est sûr que moi, j'ai parlé plus de la défense sans ballon, mais avec ballon, c'est sûr que pour ressortir, ça a été compliqué. Mais, et tu vas me faire la transition en même temps dans ta réponse, est-ce que c'est pas dû aussi au milieu de terrain qui a été fantomatique et qui n'a proposé aucune solution de passe pour vraiment ressortir et faire souffler les Parisiens et éviter de leur donner la balle à chaque fois à Leipzig au bout de 15-20 secondes? Alors, la première chose, rapidement, défensivement.
le problème du positionnement des joueurs, il est catastrophique. Et en fait, le problème, par exemple, Baker, il est pris souvent à l'intérieur du jeu. Donc en fait, on t'apprend à défendre l'axe ballon, but pour protéger ton but. Lui, il défend ligne de touche, tribune. Je comprends pas. Donc à l'intérieur, ça passe tout le temps. Alors, il s'arrête pas au moins, lui, de courir. Il va jusqu'au bout, il essaie de revenir. Voilà, au moins dans l'état d'esprit, c'est un combattant. Ça limite la casse. Mais malgré tout, il est pris tout le temps à l'intérieur. Le problème, c'est que quand tu es pris à l'intérieur, alors, on peut dire un mot vite fait de Tourelle. Soit personne leur dit, parce que Kurzawa, c'est la même chose. Donc, soit personne leur dit, et à ce moment-là, c'est un problème de coach. Soit on leur explique, et ils comprennent rien, et à ce moment-là, je vois pas ce qu'ils font là. La deuxième chose, c'est que cette passe à l'intérieur, après, il y a l'entente entre l'axe gauche et le défenseur. Diallo, il a eu du mal à se situer. Donc entre les deux, après, il ne savait pas s'il devait sortir, couvrir, pas couvrir, etc. Après, en fait, c'est un enchaînement. Est-ce que Marquinhos y rentre? Est-ce que c'est le 6 qui vient couvrir Diallo, etc. La deuxième chose, pour faire le lien avec le milieu de terrain, oui, la ligne de 4, hier, elle a été catastrophique. Mais, encore une fois, si on parle de collectif, parce qu'une équipe, si c'était juste additionner des individualités, Paris ne devrait pas être loin de toujours être en demi-finale de la Ligue des Champions. Ça ne se passe pas comme ça. Manchester City l'a fait, ils achètent des défenseurs centraux tous les ans. Ils ont claqué 450 millions d'euros sur les défenseurs centraux. Ils n'ont toujours pas trouvé la charnière qui tient la route. Pourquoi? Mais parce qu'en fait, ta charnière, déjà, c'est des automatismes. Et on voit bien que Marquinhos, il commence à être perdu. Parce qu'il ne sait plus avec qui il joue. Une fois, c'est Diallo. Après, on lui met Danilo. Après, il joue au milieu, etc. Donc déjà, ce n'est pas possible. Et les trois du milieu, quand ils ont défendu, ils sont venus s'écraser sur la ligne. Donc, qu'est-ce qui se passe? En fait, soit la ligne de 4, elle recule encore, mais à ce moment-là, elle finit dans les 6 mètres. Soit elle reste autour de la surface, mais tu as donc cette ligne écrasée. Et en vérité, eux, ce qu'ils ont fait à Leipzig, parce qu'en regardant le match, c'était comme ça, ils ont essayé au maximum de faire tourner dans la largeur et à un moment donné de trouver. Et ce qui s'est passé, puisque sur l'action, par exemple, de Forsberg, c'est typique. Ils viennent sur le côté, le bloc, il bascule mal, et on met un ballon par-dessus Diallo, Marquinhos, il couvre mal, et Forsberg, heureusement que sa reprise, elle part au-dessus du but. Voilà, et ben en fait, c'est un enchaînement. Et après, les peu de fois où tu as récupéré le ballon, ben en fait, tes deux lignes, elles sont tellement écrasées que sur qui tu vas jouer? À moins de trouver les trois devant qui faisaient rien du tout, ben en fait, tu ne peux pas t'en sortir. Et c'est pour ça que quand on disait Verratti, mais parce que Verratti, dans cette situation-là, si tu le trouves même dans la densité, mais lui, il sort de là. Et une fois que tu avais passé ce premier rideau, peut-être, vu les jambes qu'ils avaient, je ne suis même pas sûr, mais au moins, en tout cas, tu serais sorti de tes 30 mètres et tu aurais pu essayer d'aller créer quelque chose devant. Mais tu n'as pas le joueur. Paredes, il peut le faire qu'avec la passe. Herrera, il ne peut même pas le faire avec la passe. Voilà, donc tu ne peux pas sortir le ballon, tu ne peux pas le récupérer. Mais en fait, tu attends un miracle. Et heureusement que Navas, encore une fois, parce qu'il fait un arrêt bizarre des jambes, mais malgré tout, il est dessus. Encore une fois, heureusement qu'il te fait les 2-3 arrêts qui te permettent de rester en vie. Nico. Il y a 3 tirs cadrés côté Leipzig. Ouais, c'est ça. Ouais. Après, ce qui est quand même hallucinant, c'est que on a quand même justifié en partie le départ de Thiago Silva par le fait que c'était un défenseur qui te faisait reculer toute ta défense et tout ton bloc. Et on n'a jamais joué aussi bas qu'hier. Donc, si c'était pour faire ça, il fallait le garder, Thiago Silva. Hein. Franchement, je vois pas l'intérêt. Hein. Et justement, hier, j'y ai pensé parce que je l'ai tweeté à un moment dans le match. Et j'y ai pensé après, je me suis dit, est-ce que finalement, Tourelle, il n'avait pas décidé, dès l'année dernière, que la tactique de l'année prochaine, ce serait le contre. Et en gardant Thiago Silva très bas, c'est finalement, on n'avait pas besoin d'avoir un Thiago Silva qui avance. Parce que l'idée, c'était peut-être de se dire, les trois de devant, je vais les laisser libres. Puisque au départ, on rappelle quand même je ne suis pas persuadé qu'il compte sur Icardi. Et donc de se dire, bah oui, on va jouer comme ça en Ligue des Champions, en étant costaud derrière et en laissant les trois de devant libres. Et pour faire le parallèle vite fait avec le Bayern, parce que Mousse en avait parlé tout à l'heure, la seule différence avec le Bayern, c'est qu'au moment où Paris avait le ballon contre le Bayern, les trois de devant, ils ne se posaient pas de questions. Ils allaient à 2000 à l'heure, les actions, ça venait dans tous les sens. Paris n'avait pas été exceptionnel, encore une fois, mais en tout cas, sur les attaques, ils savaient où ils devaient aller et ils avaient fait toutes les attaques à fond. Hier, à un moment donné, quand Neymar part tout seul, là, en dribble, déjà, il n'a pas les jambes pour dépasser Upamecano. Di Maria, il n'arrive même pas à accélérer son ballon pour dépasser Neymar et faire un appel. Et Mbappé, il est 10 mètres derrière Neymar. Et comment tu peux jouer le contre comme ça? C'est-à-dire que tu joues le contre avec... En fait, c'est quoi? C'était comme l'Atalanta. Tu te rappelles? Neymar, vas-y tout seul et puis on verra ce qui se passera. Mais d'ailleurs, avant de te donner la parole, Mousse, pour parler du match du Bayern Munich,
si on se souvient bien, les 3 buts, sur le premier but de Daniel Alves, c'est une projection rapide du Paris Saint-Germain avec Neymar qui voit Daniel Alves sur le côté. Le but de Cavani, c'est Mbappé qui, pareil, en contre, à un moment, se retourne et joue sur Cavani qui la met directement dans le but de Neuer. Et le 3e but de Neymar, c'est un dégagement un peu raté du gardien de Neuer et Neymar qui la reprend. Mais c'était beaucoup des attaques placées en contre. Mais les 3 devant, déjà, tu avais un point de fixation avec Cavani. Et en plus, tu savais exactement comment jouer. Et puis, tu avais un milieu de terrain, excusez-moi, c'était Thiago Motta, Rabiot, Verratti. Hein. C'était pas Paredes, Danilo Pereira, Herrera. Donc, ça change un peu quand même les choses. Mousse, pour parler du milieu de terrain, voilà, on le sait, dans le foot, tout se passe dans cette zone du terrain. C'est là que le jeu d'une équipe se fait. C'est un peu la salle des machines, comme on l'appelle. Et hier, on a l'impression qu'il n'existait clairement pas. Il a sans cesse été, je le disais au début de podcast, sauté par les défenseurs qui balançaient devant. Ou alors Neymar et consorts, ils venaient directement chercher les ballons et ils essayaient de dribbler 3 joueurs parce qu'ils n'étaient pas accompagnés. Donc clairement, à part Paredes, essayer de couper un peu certains ballons chauds et de relancer à peu près rapidement sur les 3 devant, le milieu de terrain était complètement fantomatique et a disparu. Et c'est aussi pour ça que le Paris Saint-Germain a fait une prestation aussi mauvaise hier soir. Ouais, surtout, encore une fois, surtout Paredes et Herrera qu'on a vu disparaître au fil du match. Et parfois aidé parfois par Di Maria qui, moi, je trouve, en première mi-temps, a essayé quand même. Et je crois qu'il a gratté 1 ou 2 ballons au milieu de terrain, d'ailleurs. Si, Nico, je te jure. Hein, non, mais un match. Bravo, putain, il Oui. met une augmentation. Hein. Non, mais en fait, on est obligé de se contenter de ça, quoi. Mais oui, c'est ce que c'est. Alors, je te jure, Yacine, je pensais à ça. C'est-à-dire que tellement il n'y a rien, tu es obligé de signaler ces 2 petites interceptions. D'ailleurs, qu'on aurait pu faire mouche parce qu'au moment où Di Maria récupère un des ballons, la défense de Leipzig était très haut, donc ça aurait pu faire mouche. Déjà, Déjà, quand tu te rappelles de 2 interceptions, c'est mauvais signe. Normalement, dans un match, pour se rappeler de 2 interceptions, il faut y aller. Surtout avec un joueur comme Di Maria qui est censé être offensif. Normalement, tu dois te rappeler d'un centre, d'une percussion. Là, tu te rappelles d'une interception. Mais oui, j'en avais parlé déjà tout à l'heure. Le milieu n'était pas terrible. Et c'est là qu'on peut se poser la question, effectivement. Pourquoi ne pas avoir fait des changements directement en deuxième mi-temps, en sachant que… Alors, je ne sais plus quand est-ce que prend le carton Paredes quand il vient défendre Neymar. Je ne sais plus si c'est en première ou en deuxième. Non, c'est en première. C'est en première, voilà. Il prend un carton Paredes, il est nerveux et on le retrouve en deuxième mi-temps. En plus, moi j'ai regardé le match sur RMC, Bouafsi nous disait qu'il avait l'impression qu'il avait une gêne, qu'il n'était pas très bien et pourtant il est quand même resté toute la partie. Donc c'est curieux. Herrera, il avait loupé le match de Monaco pour une gêne. Il est revenu, mais on a senti qu'il n'était pas du tout apte, mais vraiment pas, parce que encore une fois, Herrera, il court beaucoup, etc. Mais hier, c'était complètement brouillon et il n'a absolument rien apporté. Avec la suspension de Gueye, effectivement, il restait que Verratti comme option sur le milieu de terrain, ou bien il fallait partir comme et Nico aussi, je crois que vous étiez plutôt pour un 4-4-2 quand on en parlait la semaine dernière. Je crois que j'étais le seul à dire que Tuchel ferait un 4-3-3 parce qu'il faisait rarement jouer les joueurs en retour de blessure. C'était le cas de Verratti. Donc, soit c'est une mauvaise option dès le départ, et il fallait jouer avec Verratti et peut-être Keane devant dans un 4-4-2. Mais encore une fois, des 3, pour moi, celui qui s'en est plus sorti, évidemment, c'est Danilo parce que c'est son poste et c'était la partie purement défensive. Nico, est-ce que tu as quelque chose à ajouter sur le milieu ou on peut passer directement à Neymar ? Non, globalement, tout a été dit. Je pense que justement, Paredes, hier, c'est le seul qui met un peu d'impact. Même s'il était en retard, c'est vrai qu'on sentait que physiquement, il manquait de rythme, ça se sentait. Mais au moins, il te met quelques impacts, il a récupéré du ballon. Et puis, lui, au moins, il a cette volonté, quand il a le ballon, d'essayer de chercher devant. Alors, c'était mal fait hier. Il a perdu aussi beaucoup de ballons parce qu'il n'avait pas cette solution. Mais il a quand même, lui, toujours ce réflexe de regarder devant. Quand tu voyais Herrera, c'était toujours le réflexe de regarder derrière, quoi. Et puis, comme le disait Yacine, il était tellement bas sur la défense que quand Herrera regardait derrière, il voyait que Navas, quoi. Donc c'est vrai que ça te limite assez rapidement les séquences de jeu, quoi. Alors, peut-être qu'avant de parler peut-être de Neymar, Mbappé, les mecs de devant, on peut parler peut-être de Verratti. Alors, comme on est au milieu de terrain, on peut parler de son entrée, vous en parlez tout à l'heure, autant en parler directement. Donc, Marco Verratti, on ne savait pas s'il était apte pour débuter, donc il a commencé sur le banc.
Il est rentré 13 minutes sur le terrain à la 83e minute de jeu. Et clairement, Yacine, sa rentrée a été une vraie bouffée d'air frais. Hein. C'est ce que je le tweetais, un ravitaillement en oxygène. Tant le PSG était asphyxié et dans sa conservation de balle, dans sa capacité à garder le ballon, à gratter les ballons aussi. Parce que bon, alors certes, il a fait du Marco Verratti, il a failli prendre un rouge au bout de 1 minute. Hein. Il prend un jaune limite orange, on va dire. Mais il a fait du bien parce qu'il a permis au PSG de garder le ballon, de le garder surtout haut. On voyait des séquences de passes avec aussi l'entrée de Rafinha, t'en parlais tout à l'heure, qui a aussi aidé parce qu'évidemment, quand tu as des joueurs à l'aise avec le ballon, c'est quand même plus simple de trouver les ballons. Mais clairement, heureusement qu'il est rentré. On peut parler aussi de la rentrée en même temps de Moïse Kean, qui ont fait énormément de bien au PSG dans une fin de match où ça aurait pu vite basculer dans une égalisation. Bah, bien sûr. Et d'ailleurs, je me suis demandé, en fait, s'il était apte, pourquoi il n'est pas rentré d'abord à la place de Rafinha? Et on a l'impression que finalement, à un moment donné, Tourelle s'est dit bon, il faut que je le fasse rentrer parce que ça va pas tenir. Donc, bon, bah, je tente un coup. Alors, est-ce qu'il était prêt, pas prêt? En tout cas, il a tenu. Mais effectivement, il a fait du bien. Alors, juste, moi, j'avais les stats de Verratti, 13 minutes. 27 ballons touchés. Donc, Danilo, 37. Paredes, 55. Passe dans le camp adverse, 13. Donc, évidemment, Paredes, il en a fait 17 dans tout le match. Herrera 19, donc Verratti 13. Duel gagné. Non, 11. D'accord. Il en a gagné 7 et il a récupéré 5 ballons. Danilo 7, Paredes 4. Voilà, 13 minutes. Non, mais moi, je veux bien qu'il y ait des gens qui soient fans d'RMC et qui nous disent Verratti, il est pourri, il faut arrêter avec Verratti. C'est simple. Verratti, c'est le système du PSG à lui tout seul. Voilà. Il règle tous les problèmes de Tourelle. Sauf qu'effectivement, il a des problèmes de blessures, etc. Et je veux juste dire un petit truc sur ça. Il y a son hygiène de vie, on en a parlé et tout. Même s'il s'est calmé. Voilà. Maintenant, Verratti, pour m'être renseigné aussi avec des kinés, etc. Verratti, il a fait une erreur il y a 4 ans ou 5 ans, je sais, 2016, quand il se fait opérer de la pubalgie. En fait, les joueurs de foot essayent d'éviter au maximum l'opération parce qu'en fait, elle crée des complications. Et les blessures de Verratti, évidemment qu'on ne va pas exclure l'hygiène de vie, il n'y a pas de problème. Il n'est pas tout blanc et tout, il n'y a pas de problème. C'est ça. Et son erreur, ça a été de se faire opérer. Et d'ailleurs, vous voyez bien que Kerrer, il a les mêmes problèmes puisqu'il a une pubalgie. Et vous voyez bien que tout le monde réfléchit à ce qu'il se fasse opérer. Parce que les footballeurs évitent cette opération. Parce que c'est une opération qui est compliquée et qui est dure en fait à revenir avec toute la possession en fait de musculaire et toute l'articulation qui va autour du bassin, etc. Donc pour moi, c'est la conséquence de tout ça. Malgré tout, oui, Verratti, quand il est disponible, il doit jouer. Voilà. Il doit jouer 50 minutes, 60 minutes, tant pis, il tient ce qu'il tient, mais il doit jouer. Tu ne peux pas jouer sans Verratti en fait. Ouais, Nico, c'est ça. En fait, Verratti, il a dicté le tempo, il ne s'est pas précipité. Il a comblé toutes les lacunes contre jeu parisien. Il a fait tout ce que n'ont pas fait les milieux parisiens sur la pelouse avant son entrée, en fait, comme l'a résumé Yacine dans les chiffres. En fait, il a joué plus haut que les autres. Mine de rien, quand tu n'es pas à 20 mètres du porteur du ballon, c'est plus facile pour aller au duel. Après, il a mis une vraie densité dans ses premières minutes. Tu sentais qu'il avait Envie. déjà envie, puis surtout qu'il avait conscience de l'enjeu et de l'opposition. C'était un match de Ligue des Champions. Nous, on a joué encore une fois pendant 85 minutes comme des petits sénateurs. Alors, pour plein de raisons, j'imagine, d'après Tourelle, que physiquement c'est dur, je veux tout entendre, mais il y a quand même une intensité à mettre dans les duels que tu ne mets pas déjà. Donc c'est déjà problématique. Après, avec le ballon, c'est évident c'est normal de voir Verratti faire des choses que Danilo ou Herrera ne font pas, mais ça n'explique pas, pour moi, cette bouillie infâme qu'on a vue hier. J'ai quand même du mal à accepter l'idée qu'un Danilo, qu'un Herrera ou qu'un Paredes ne soit pas capable, un, de mettre de l'intensité dans les duels, et deux, de se faire 3 passes, dont une vers l'avant, quoi. Il y a quand même un moment où tu peux attendre ça d'eux. Alors c'est sûr, dans les petits espaces que fait Verratti hier, et Rafinha fait du bien aussi, hein, parce qu'ils ont une entrée quasi cumulée, les deux, et on parle beaucoup, et à raison, de l'entrée de Verratti qui fait un bien fou. Mais toutes les 27 ballons touchés par Verratti, j'aimerais savoir combien de passes il fait à Rafinha. Parce qu'en fait, les deux, ils se sont mis ensemble à 30 mètres du but de Leipzig et puis ils ont gardé le ballon. Et ça, tu es incapable de le faire avec Herrera et Paredes. C'est quand même super problématique. Donc aujourd'hui, le jeu du PSG, ça se résume donc à Verratti et puis éventuellement à Neymar et Mbappé. Bah, tu m'étonnes que c'est facile de lire cette équipe et de la contrer. Cherchez pas plus loin. Juste vite fait. En fait, Rafinha, il rentre
10-12 minutes avant Verratti. Et en fait, parce que j'ai revu le match, pendant ces 10 minutes, il est perdu. Et en fait, à l'entrée de Verratti, c'est comme si on lui avait dit, tiens, tu as un joueur qui va te comprendre, allez-y. Et d'un coup, il joue 10 mètres plus haut, 20 mètres plus haut, et il est très proche de Verratti pour lui donner une solution pour échanger. Et effectivement, il y a au moins 5 ou 6 séquences là-bas sur le côté droit, là, pendant 2 minutes, où ils vont faire que se chercher tous les deux, où ils vont sortir du pressing. Et c'est ce qu'on disait quand on avait parlé de Rafinha, parce que moi j'avais déjà dit, c'est pas un joueur extraordinaire, etc. Il a un style qui est proche du Barça. Et donc, si tu lui mets des joueurs autour de lui qui ne jouent pas le même football, Rafinha, c'est pas la peine de l'aligner. Par contre, dès qu'il y aura un joueur qui parlera le même langage, bah oui, il sera plus à l'aise, il sera meilleur. Comme on avait dit à l'époque, ouais, Verratti sans Mota, c'est plus le même. Ah ouais, bah c'est partout, c'est pour tous les joueurs en fait. Tu sais, c'est simple. L'équipe de France de 98, elle gagne avec les 4 défenseurs. Dès que tu en enlevais un, il gagnait pas tout le temps. Et c'est qu'il y a une raison. C'est le football, c'est ça, c'est des liens, c'est des relations. Bah, d'ailleurs, on l'a vu contre Monaco, Rafinha aligné à Danilo Pereira dans un milieu à deux, ça marche pas. Mais Mousse, quand on voit la rentrée de Marco Verratti et de Rafinha qui ont permis de faire remonter le bloc, on a hâte de voir un milieu de terrain Paredes, Rafinha, Verratti. On n'a pas vu encore une fois depuis le début de saison avec les blessures. Ouais, hier, Verratti, bah, c'est pour ça que tout à l'heure, quand je parlais au tout début de la composition, le seul hic, j'avais dit qu'il aurait peut-être pu faire démarrer Verratti, surtout quand on a vu ces 10 minutes. Et d'ailleurs, vous parliez de motivation. Je crois que dès qu'il rentre, il fait déjà un tacle directement le long de la touche. Et franchement, moi, ça m'a fait plaisir parce que je me dis, bah, voilà, lui, il rentre dedans, il gratte un ballon d'entrée de jeu. Et puis après, on a vu quoi. Et d'ailleurs, je me pose la question. Si Verratti avait débuté le match, est-ce que vous pensez que, et là je parlais juste de Mbappé et Di Maria, est-ce que vous pensez que Mbappé et Di Maria auraient peut-être eu un autre comportement et peut-être fait beaucoup plus d'appels parce qu'il n'y a pas mieux que Verratti quand il est au milieu de terrain pour mettre sur orbite des attaquants assez rapides. Donc je pense que même si on n'aurait pas vu la même mi-temps en première si Verratti avait démarré. Parce que, encore une fois, ce que tu disais, Yacine, sur Rafinha et Verratti, bah, je pense que tu peux aussi le transposer sur Verratti quand il est au milieu avec les attaquants. Parce que quand les attaquants savent que Verratti est là, ils sont toujours à la limite. Tu sais, Mbappé, tu vois, dès qu'Mbappé, sur plusieurs matchs, on a vu, quand Verratti récupère un ballon, il est prêt à partir parce qu'il sait que Verratti, c'est un joueur qui va jouer en une touche et qui va le mettre sur orbite directement. Et évidemment qu'on aurait peut-être dû prendre le risque de faire démarrer Verratti quand tu vois les 10 minutes qu'il fait. Et évidemment que je suis d'accord avec Nicolas et Yacine. Pour moi, Verratti, dans le milieu du Paris Saint-Germain, bah, il est indispensable. On n'a pas d'autres profils comme lui. Et il l'a encore prouvé hier sur 10 minutes, tu l'as rappelé, ou 13 minutes, Hugo. Donc, moi, je suis content qu'il revienne. On va voir s'il va avoir du temps de jeu samedi face à Bordeaux. Et ensuite, en espérant qu'il soit titulaire mercredi face à Manchester, parce qu'on a vraiment besoin de Marco Verratti. Ouais. Alors, mettons les pieds dans le plat, parce qu'on a parlé du milieu de terrain, on fait la transition vers l'attaque. Il y avait beaucoup de choses à dire sur le match de Neymar. J'ai eu énormément de réactions. Alors, justement, j'ai envie d'avoir vos avis, les gars. Yacine, comment juger le match de Neymar? Il est buteur, il marque ce penalty. Alors, on peut dire beaucoup de choses sur Neymar, mais lui, si on ne peut pas lui reprocher quelque chose, c'est qu'il ne se cache jamais dans ces matchs-là, parce qu'il demande le ballon, etc. Après, dans son jeu et son attitude, donc on l'a dit, il est redescendu très bas pour venir chercher les ballons, comme le milieu de terrain ne faisait absolument pas ce travail de transition. Est-ce que tu juges qu'il a agacé à garder la balle, à pas la lâcher, à surjouer, ou au contraire, il était trop seul pour faire autre chose hier soir, finalement, il a joué comme ça parce que l'équipe ne l'a pas aidé? Alors, c'est un peu paradoxal, mais en fait, je pense que l'équipe ne l'a pas aidé, mais je pense que c'est lui aussi qui fait qu'à un moment donné, l'équipe n'a pas envie de l'aider. C'est-à-dire que quand tu lui donnes le ballon et qu'il se met en duel ou en défi avec le joueur 1 contre 1 qui fait 4-5 touches de balle pour éliminer, etc., bah, je pense qu'en fait, à un moment donné, comme l'histoire de Mousse avec Verratti qui dit quand tu as Verratti derrière, tu sais que le ballon va arriver, donc tu fais les appels. Bah, quand Neymar a le ballon, effectivement, à un moment donné, tu ne fais plus les appels. Mais en fait, c'est un cercle vicieux parce que normalement, tu devrais faire les appels parce que c'est ton métier et que oui, tu dois faire les appels. Si tu en fais 8, peut-être la 9e fois, il va te la donner et c'est la bonne. Mais tu comprends aussi que le mec, quand on a fait 8 dans le vide, il n'a pas envie de faire le 9e. Voilà, donc c'est. Et tant que Neymar continuera avec cette attitude, en fait, ça changera rien. J'avais fait un papier avant le match sur la simplicité, etc. Le Neymar qu'on veut, c'est le Neymar de Dortmund, en fait. C'est-à-dire celui qui joue pour l'équipe, celui qui joue pour qualifier son équipe, pas pour se faire briller, celui qui défend, celui qui lâche le ballon quand il faut, qui cherche des passes, etc. Voilà. Le Neymar
Mais en même temps, et c'est le seul truc à sa décharge que je vais lui donner, quand tu entends Tourelle avant le match et dire il faut qu'on mette Neymar dans les meilleures dispositions, il faut que les autres jouent pour lui, il faut que ça passe par lui, bah évidemment, le mec, pourquoi tu veux qu'il fasse autrement? Voilà. Et en plus, dans le papier là, que j'avais fait sur la simplicité, en fait, j'avais expliqué que plus tu manques de rythme et moins tu arrives à jouer simple. Parce qu'en fait, tu manques de lucidité, parce que ça t'énerve. Les coups de Neymar, il est toujours à la limite des cartons rouges, jaunes et rouges, pas sur de l'agressivité à bon escient, sur des coups d'énervement, de frustration. Donc, tout ça, en fait, cumulé, ça donne le Neymar que je déteste. Ça donne le Neymar qui t'apporte rien. Et en plus, quand tu as un Mbappé à côté qui calque pas, mais qui a des comportements un peu, voilà, bah en fait, tu as une attaque qui sert à rien. Et moi, cette attaque, malgré tout, aujourd'hui, elle m'a pas prouvé que c'était une attaque qui fonctionnait. Dans tous les matchs où on l'a vu, il n'y a pas quelque chose où je me suis dit, ah ouais, finalement, avec un peu de travail, cette attaque, elle va fonctionner. Parce que finalement, on voit des fois Mbappé avant-centre, après, c'est finalement Neymar en faux neuf. Di Maria, il est exilé là-bas de l'autre côté, il attend les ballons qui n'arrivent pas. Alors, il vient à gauche et tu te retrouves avec 3 joueurs sur 1 m² côté gauche. Donc, il y a quelque chose qui ne va pas quand même. C'est que ce trio-là ne fonctionne pas dans cette configuration. Et d'ailleurs, pour compléter ton propos, Yacine, et je vais me tourner vers toi, Nico, dans le travail, on va dire, la tactique mise en place par les consignes tactiques de Thomas Tuchel, on a vu, il y a des séquences où Neymar est venu, je ne sais pas si vous vous rappelez, parler à Tourelle en début de seconde période milieu, parce qu'il ne comprenait pas du tout comment le PSG jouait, à combien il devait être derrière. Il y a même un moment, Tourelle qui réunit ses 3 milieux, Herrera, Paredes et Danilo Pereira qui ne comprennent pas en fait, qui se disent mais comment on joue, est-ce que je continue à m'intercaler, est-ce qu'on joue dans une ligne de 5? Et Nico, ça, pour parler en plus du match de Neymar dans son ensemble, mais ça contribue au fait que les joueurs étaient perdus sur le terrain en fait, parce qu'eux-mêmes ne savaient pas comment jouer. Ouais, on en parlera dans l'épisode Tourelle de ça, mais pour centrer plus le débat sur Neymar, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est que, et comme le dit aussi Yacine, il est aussi responsable de ce bordel tactique avec sa manière de jouer. Quand tu viens récupérer le ballon à 40 mètres de ton but et que tu passes 4 secondes collé à l'adversaire en lui montrant ton dos, en essayant de le provoquer pour qu'il vienne te chercher la balle, en fait tu cherches qu'une faute et puis ensuite tu te roules pendant un quart d'heure au sol, tu casses le rythme de ton équipe. Tu peux pas ensuite à espérer que d'avoir des mecs autour de toi qui vont être dans le bon tempo, dans le bon appel. C'est comment tu veux t'aligner sur un mec comme ça? On parlait de Baker tout à l'heure. Comment est-ce que tu veux que Baker, quand Neymar touche le ballon, il peut savoir à quel moment il doit démarrer? Il va partir, Neymar, il sera encore derrière au bout de 10 secondes à faire ses gris-gris face aux défenseurs. Donc tu te bloques tout le monde. Et sur le Neymar d'hier, moi je vais même être encore même plus dur que Yacine. Pour moi, hier, c'est un tueur en série, Neymar. Il a tué tout. Il a tué le football, il a tué le collectif, il a tué l'état d'esprit. Il ne t'apporte absolument rien, juste des emmerdes sur le terrain. Alors après, oui, c'est Neymar. Donc tu peux pas le sortir parce que si tu le sors, il y a un incident diplomatique et Doha va attaquer l'Allemagne dans les 15 jours. Tu peux pas lui donner des consignes parce que de toute façon, il en a rien à foutre de ce que tu lui dis. Il joue comme il le sent. Alors il a marqué le penalty. Effectivement, Neymar sur les penalties, il est fort, il n'y a rien à dire. Il marque le penalty. Ça ne sauve pas son match. Et encore une fois, surtout, ça ne contribue absolument pas, sa prestation, à permettre quoi que ce soit tactiquement, parce qu'il bloque tout le monde autour de lui. Et quand tu vois la sortie de Di Maria hier, alors il a été nul, Di Maria, je suis le premier à le reconnaître, mais la frustration que Di Maria doit ressentir quand tu joues dans cette attaque-là, tu as 2 mecs qui ne jouent que pour leur gueule, à se faire que des passes entre eux. Tout ce qui est autour, ça n'existe plus. Di Maria qui appelle la balle, qui viennent la chercher, de toute façon, il n'est jamais servi. Et quand il défend pas, en plus, il se fait engueuler. Je comprends qu'à l'heure de jeu, quand il sort, il fasse la gueule. Ouais, c'est vrai que pour être dans la continuité de ce que dit Nico, qui est très juste, c'est qu'on a vu Mousse, dans le comportement des autres, au bout d'un moment, il faisait même plus appel, il suivait même pas, parce qu'il savait que Neymar n'avait pas lâché. Et tu parlais de Baker, Nico, à un moment, il y a une action où Baker, justement, monte et colle la ligne, mais en phase offensive, et il est tout seul. Et Mbappé ne prend même pas la peine de le regarder. Il joue avec Neymar qui est bouché dans l'axe. Il y a 4 joueurs dessus. Et au final, évidemment, le PSG perd le ballon. Mais c'est vrai que Mousse, sur le match de Neymar, autant il a été décisif, il a marqué, mais il a été très frustrant dans le jeu. Et c'est le Neymar qu'on n'aime pas voir. Il y a trop de choses à dire sur Neymar. Honnêtement, d'abord, sa prestation, elle est scandaleuse. Vraiment, mais vraiment. Si ce n'est pas Neymar, si c'est un autre joueur, que ce soit Tuchel ou n'importe quel coach dans n'importe quel club,
avec un comportement comme ça, tu restes pas 90 minutes. C'est pas possible. C'est-à-dire, au bout de 3-4 actions individuelles où tu cherches, où tu forces le passage, tu n'as pas le physique pour le faire. Parce qu'hier, on s'est bien rendu compte, on l'avait déjà vu à Monaco, on l'a vu encore hier, il n'est pas prêt physiquement. Aucune accélération. Il s'est fait prendre partout, que ce soit quand il fait ses passements de jambes, quand il est tout, à chaque fois. Et en plus, comme il est frustré, il se transforme en Neymar qu'on déteste, c'est-à-dire celui qui veut absolument se venger. Je crois que c'est avec Mukele qui s'accroche ou Aïdara, je ne sais plus. Aïdara. Et puis après, tout de suite, il a le coup franc, il va vers lui directement. Il faut qu'il le passe. Et je crois qu'il perd le ballon. Donc là, il a un carton jaune. Il aurait pu prendre un carton rouge pour contestation sur une faute qu'avait faite Mbappé, je crois, sur Nkunku, je ne sais plus, sur le côté Paris, pardon. Donc déjà, il aurait pu prendre un rouge. Je reviens sur ce qu'a dit Yacine, sur les déclarations de Tuchel avant-match, quand il dit il faut absolument que Neymar soit dans les bonnes dispositions mardi. Il faut absolument que Neymar joue. Donc, dans un groupe, tu es une vingtaine, 22, 23 dans un groupe, quand tu fais un match, qu'est-ce que pensent les autres? Entre les déclarations de Tuchel sur Neymar, qui occulte tout le reste de l'équipe, qui parle que de Neymar, les tweetos là, qui te sortent un hashtag comme si c'était Kylian qui allait Kylian Day. Moi aussi, je n'ai pas compris ça. Je trouve ça d'un ridicule incroyable. Bon, là, ça concerne les supporters, mais ça raconte aussi quelque chose. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on supporte des joueurs, alors que normalement, si tu veux mettre un hashtag, tu mets le PSG Day. Tu veux quoi? Tu veux que ton équipe se qualifie? Ou tu veux que ce soit Neymar ou le chemin du roi, comme ils disent, ou je ne sais pas quoi, ou bien Kylian Day? Donc, c'est ça. C'est ça être supporter du PSG aujourd'hui. Donc, on mise tout, on espère tous que Neymar et Mbappé vont être en forme, mais les autres derrière, moi, je suis désolé. Quand Neymar et Mbappé sortent à la 89e, 90e, mais j'étais tellement en colère de voir le coach leur faire des petits checks derrière la tête, des petites tapes, genre, ouais, c'est bien, les gars. Donc, c'est ça. C'est à ça qu'on doit donner du mérite, quoi. Et c'est à ça qu'on doit donner du crédit. À des mecs qui jouent que pour leur gueule. Et je finis là-dessus. Pour moi, je vous le dis honnêtement, et ça, c'est ma pensée personnelle. Vous pouvez m'insulter, faire ce que vous voulez. Dans ces conditions, proposer à Neymar de prolonger 3 ou 4 ans, même s'il n'augmente pas son salaire, je rappelle qu'il n'est pas loin de 40 millions d'euros annuels, mais salut mon pote, vendez-le, qu'il retourne à Barcelone, qu'il aille en Chine. Moi, je suis désolé, j'adore ce joueur, mais là, ça fait 3 ans, et ça fait 3 ans qu'il nous apporte strictement rien. Et ne venez pas me parler du Final 8. Ne me parlez pas du Final 8. Voilà. Ouais, c'est le coup de gueule de Mousse sur ouais, mais là, c'est trop, Hugo. Franchement, Neymar, encore une fois, c'est un grand joueur, mais il l'a très, très bien expliqué, Nico. Il n'a pas respecté le jeu, il n'a pas respecté ses coéquipiers, il n'a pas respecté son coach et il n'a pas respecté son club. Yacine. Ouais, je voulais juste rebondir sur le truc de Mbappé. En fait, finalement, on a le revers de la médaille. C'est-à-dire que Mbappé, quand il voit ça, le Kylian Day, là, moi, franchement, je l'ai vu ce matin. Pour te dire, je ne l'avais même pas vu. J'ai vu ça. Hier, ça a tourné sur non, Twitter toute la journée. C'est un ridicule incroyable, quoi. Mais ça, c'est des adolescents. Ça, c'est des adolescents prépubères, tu vois. C'est pas des mecs comme nous, tu vois. Mais c'est impossible. C'est impossible de faire ce genre de truc. Ça prouve encore qu'on a même du boulot chez nous, chez les supporters. Il y a encore un grand travail à faire là-dessus, quoi. Mais justement, si je l'avais vu avant, évidemment que je me serais fait un régal de m'amuser avec ça. Je l'ai vu donc ce matin. Et en fait, c'est à l'image de ce qu'est le football aujourd'hui, c'est-à-dire qu'il y a quand même des mecs aujourd'hui qui se disent donc supporters du PSG, qui lancent un hashtag comme ça, comme si Mbappé, vous le critiquez, il va nous qualifier et ça va fermer vos bouches. Moi, je vous le dis d'avance, Mbappé, j'en ai rien à foutre. Non, mais s'il marque 3 buts en finale de... Non, juste une chose. C'est-à-dire que je supporte le PSG. Mbappé, j'ai pas à l'aimer ou l'aimer ou pas l'aimer. Comme Cavani, comme Zlatan, comme tout le monde. Il vient au PSG, on lui demande de faire gagner l'équipe avec les autres. T'es pas au niveau, il n'y a pas de Kylian Day, on va te soutenir et tout. J'en ai rien à foutre, je vais te soutenir à faire quoi? Non, parce que moi, je t'explique, je touche pas une thune, je me tape des matchs pourris pour 0€. Donc, c'est pas toi que je vais venir, ouais, s'il te plaît, fais-nous gagner, mais t'es payé pour ça, normalement. Donc, il n'y a pas de Kylian Day, c'est juste ton métier. Donc, voilà, bref. Après, ce comportement des deux, là, moi, j'avais écrit il y a très longtemps, j'écris plus trop en ce moment, tu m'excuses, Mousse, mais j'avais écrit pour le site un article il y a très longtemps sur les deux. En fait, c'est révélateur de tout ce qu'il y a autour d'eux. C'est qu'à force de centrer ton projet sportif sur eux, alors ça peut se comprendre parce qu'effectivement, tu as deux très grands joueurs. Mais
tu dois bâtir autour d'eux quelque chose de cohérent. Aujourd'hui, le problème, c'est que tu as bâti un truc qui tient à peu près la route, plus ou moins bancal selon les périodes, et qui ne repose que sur l'exploit de ces deux-là. Donc en fait, tu as un petit peu glorifié leur statut dans ce club. Tu as fait deux joueurs complètement en marge du groupe par rapport à ce que tu attends d'eux. Et donc, tu peux pas derrière t'étonner qu'ils aient sur le terrain un comportement qui soit en adéquation avec ce que tu leur as proposé. À force de dire à Neymar qu'il doit jouer coûte que coûte, que c'est lui qui va tout débloquer parce que c'est le héros, c'est le sauveur, bah Neymar, il joue comme s'il était le héros, le sauveur. Et on a vu le match d'hier, c'est un match atroce. Et Mbappé, en plus de ça, tu lui dis la même chose, et lui en plus, il a cette espèce d'habitude où il veut copier Neymar, parce que Neymar, c'est l'idole, et que ce que fait Neymar, Mbappé veut faire la même chose pour le prouver qu'il est capable de le faire. On sait tous qu'il ne l'est pas, c'est pas son profil de jeu, mais maintenant, voilà, il fait plus un appel en profondeur, il faut venir toujours chercher le ballon dans les pieds, faire ses 3 passes, ses 3 arrêtés. Tu t'es toi-même enfoncé dans cette espèce de puits sans fond, et puis bah, maintenant, tu es en train de tomber dedans, et puis ça s'arrêtera plus. Très court. Juste pour 30 secondes. Non, juste, il y a l'image de l'enfant gâté que j'aime bien. Pour moi, c'est finalement l'enfant gâté. Est-ce que ce sont les parents qui sont coupables ou les enfants? Et pour moi, le club, il est très coupable de ce qui arrive aujourd'hui. Et si aujourd'hui Mbappé devait prendre exemple sur quelqu'un, et c'est pas du tout pour comparer et tout, pour dire ouais, la hype Haaland et tout, mais sur l'état d'esprit, Haaland, je pense qu'il apprendrait beaucoup. C'est-à-dire que le mec, il sait ce qu'il a à faire, il est là pour ça, et voilà, il y va. Et aujourd'hui, je suis désolé, si Haaland hier il est sur le terrain avec Leipzig, j'ai bien peur du résultat final. Il y a Haaland qui a encore marqué un triplé hier, un doublé, non, un doublé. Doublé. Un doublé contre Bruges, Ligue des Champions. Mousse, aussi très court. Ouais, très court. Voilà. Deux choses sur Mbappé. Encore une fois, je pense que si un jour il quitte le PSG et il se retrouve dans un autre club, que ce soit le Real, Liverpool, ce que vous voulez, jamais il aura ce comportement-là. J'en suis sûr. Et Neymar, c'est pire. La dernière fois qu'on a vu Neymar comme ça, c'était à Santos, quand il n'avait pas pu tirer le penalty, il avait 17 ans, et qui s'était mis à faire n'importe quoi, à garder le ballon le long de la touche. Tout le monde connaît ces images, elles sont connues dans le monde entier. On n'a jamais vu Neymar se comporter comme ça à Barcelone. C'est pour ça que je vous dis que prolonger ce mec-là, alors qu'il ne respecte pas le club et ses partenaires, c'est incohérent et c'est pas normal. Donc, soit il change d'attitude et là, évidemment, on le prolonge, il n'y a pas de problème. Mais s'il continue à en faire qu'à sa tête, à ne pas écouter les consignes et à jouer comme il a envie de jouer, moi, je suis désolé, il faut le vendre. Ça ne sert à rien. Récupérez ce que vous pouvez récupérer. Mais prolonger un mec comme ça qui ne joue pas pour l'équipe, ça ne sert strictement à rien. Bon, on aura l'occasion de revenir évidemment sur Neymar. Passons au cas Tourelle. Alors, je vais le faire dans la voix, je voulais qu'on en parle un peu, mais évidemment, la rentrée de Moïse Kean hier a fait énormément de bien dans les appels, parce qu'on a dit il aurait pu rentrer avant, il aurait beaucoup aidé le Paris Saint-Germain à sortir un peu, et à sortir la tête de l'eau, parce qu'il a fait des appels intéressants. Il a gêné aussi la première relance, donc on en parle suffisamment dans le podcast, on en reviendra dans les autres, mais encore une fois, très bonne rentrée de Moïse Kean, et qui, je pense, est en train de s'installer, et beaucoup de supporters, en tout cas, et je voyais de réactions, disaient qu'il méritait d'être titulaire, en tout cas, dans ce PSG-là, à ce moment T, en tout cas. À ce moment M, ou à l'instant T, pardon, excusez-moi. Passons aux déclarations des joueurs, parce que j'ai pris quand même 2 déclarations de fin de match. Et après, ça nous amènera vers Tourelle. Mais commençons avec Marquinhos, qui, dès la fin de match, le capitaine parisien a tenté de justifier la prestation indigente de son équipe au micro d'RMC Sport. Je vous lis la déclaration de Marquinhos et on réagit dessus après. Oui, il y a aussi beaucoup de choses que les gens ne savent pas avec les blessures et douleurs des joueurs. On s'arrêtera sur cette phrase après. On n'a pas été dans le meilleur niveau pour faire un match exceptionnel. Le plus important était la victoire. On n'a peut-être pas brillé, mais on a obtenu les 3 points qui étaient importants pour la suite. Et Leandro Paredes, ensuite au micro de Téléfoot, a également accrédité la thèse d'un effectif diminué physiquement. Je cite Paredes, « Nous savions le match qui nous attendait. On n'était pas physiquement assez armés pour jouer d'égal à égal. Alors on a décidé de défendre et s'appuyer sur des contres pour faire la différence. On savait que ce serait un match difficile. » Yacine, question directement après ces 2 déclarations. Est-ce que tu comprends ces explications de joueurs, et Tourelle aussi l'a dit en conférence de presse, on reviendra après, qui disent qu'ils ne sont pas capables de plus en ce moment en raison du manque de rythme et des blessures, et que ça explique le fond de jeu aussi catastrophique d'hier? Alors, non, parce qu'ils ont affronté un adversaire qui a été au final 8, et donc qui a joué la même période que eux. Alors effectivement, les Allemands ont repris un peu avant, on avait expliqué au mois de juin, donc ils ont quand même joué des matchs et tout. Mais à un moment donné, en fait, c'est juste pas possible. Cette excuse-là, elle peut pas être valable en fait pour le PSG, mais tous les autres, ils font quoi? Et
pour moi, le vrai problème, oui, évidemment qu'il y a un problème physique. Et on le sait, dans tous les clubs, on voit que ça pète dans tous les sens. À Liverpool, il y a 4 ou 5 blessés importants. Au Bayern, Kimmich s'est blessé gravement. Enfin, voilà. Donc, il n'y a pas de problème là-dessus. Mais ça ne justifie pas le manque de cohérence tactique. Hier, le Leipzig, ils n'ont pas le volume de jeu qu'ils avaient l'année dernière. Mais ils sont quand même capables de proposer quelque chose de cohérent en rapport avec leurs moyens physiques du moment, mais au moins un jeu qui ressemble à quelque chose. Là, à Paris, ça ressemble à rien du tout. Donc, non, pour moi, cette excuse, elle n'est pas bonne. Et elle est surtout, je trouve qu'aujourd'hui, elle est en fait, alors je pense que quand on entend le discours de Tourelle aussi, c'est un peu le truc qui revient, en gros, il faut le dire. Ça sert d'excuse à tout. Voilà. On n'est pas bien physiquement, donc on est nul, donc on ne peut pas faire mieux, donc vous nous en demandez trop, donc vous n'êtes jamais content. Voilà, c'est l'excuse pour tout justifier en fait. Il y a une phrase, Mousse, quand même, qui m'interpelle et qui a interpellé beaucoup de monde, c'est Marquinhos quand il dit il y a beaucoup de choses que les gens ne savent pas avec les blessures et douleurs des joueurs. Ça veut dire qu'en gros, il y a des joueurs sûrement qui ont joué blessés hier, ou alors qu'il y a un travail de préparation physique qui n'est pas fait, en tout cas avec l'enchaînement des matchs tous les 3 jours et l'accumulation, et qu'il y en a certains qui sont au bord du pet physique et qui jouent avec des douleurs, etc. Alors on sait que les joueurs, tu joues toujours avec une blessure, tu n'es jamais à 100%, etc. Mais en tout cas, hier, dans ce qu'il dit, c'est que les gens ne savent pas peut-être qu'il y a des joueurs qui étaient touchés physiquement plus que ce qu'on le pense et qui peut-être pas prêts à jouer 90 minutes et qui l'ont fait hier. Oui, mais alors tu l'as rappelé, même le grand Zlatan Ibrahimovic l'a souvent dit, plusieurs fois il a joué blessé avec des douleurs, après il y a des infiltrations, tu peux toujours améliorer ta performance avec pas perfusion, j'ai oublié le mot. Infiltration. Infiltration, pardon. Tu l'as dit juste avec des infiltrations, voilà, c'est ça. Je suis un peu fatigué. Mais il faut aussi se poser la question, il y a un staff médical au PSG, il y a un staff technique, il y a des préparateurs physiques. Il faut aussi se poser la question. Tout à l'heure, tu parlais de l'opération de Verratti avant ses 25 ans. À cette époque-là, le docteur, c'était le docteur Roland. Je suis bien au courant de l'histoire parce qu'il nous a bien cassé les oreilles. Suite à l'apparition du premier livre, on avait expliqué qu'évidemment, que le protocole médical au PSG, c'était blessure, auscultation et opération directement. Parce qu'il faut savoir qu'une opération, quand un joueur professionnel se fait opérer, l'hôpital ou la clinique qui l'opère prennent beaucoup d'argent. Et le docteur Roland, c'est un docteur qui est dans le paysage médical français depuis de nombreuses années. Donc, je vous laisse imaginer la suite. Donc, il n'y a jamais eu à l'époque une recherche, une autre alternative, pardon. Et nous, on avait interviewé un ostéopathe qui nous avait dit qu'évidemment, pour des pubalgies, il y a 1 milliard de choses à faire avant et que l'opération doit être vraiment la dernière solution. Ouais. Voilà. Et on a changé là de staff médical. Il y a 2 médecins qui sont arrivés depuis. Et j'ai l'impression quand même que dans les mentalités, ça n'a pas trop évolué. Donc, il faut aussi se poser la question de que fabrique le staff médical et les préparateurs physiques. Parce que, comme l'a rappelé Yacine et Nicolas tout à l'heure, on n'est pas les seuls à être dans cette situation-là, d'avoir fait le final 8, etc. Et encore une fois, hier, Leipzig, Yacine, tu disais que c'était cohérent. Moi, je trouve que c'est même mieux. C'était plus que cohérent. Ils ont fait un bon match. Et je ne vois pas ce que Nagelsmann peut reprocher à ses joueurs hier, à part peut-être la maladresse devant. Mais sur le contenu et sur l'agressivité qu'ils ont mis, qu'est-ce que tu peux leur reprocher, honnêtement? Et puis les joueurs sont jeunes. Hein. C'est quand même une équipe qui est très jeune, Leipzig, tu vois. Et ils ont donné une leçon à une équipe. Nagelsmann l'a répété, j'arrête là. Il a quand même dit qu'entre Neymar et Mbappé, rien que ça dépasse déjà le budget de Leipzig. Et pourtant, dans le contenu, Leipzig a fait, moi je trouve, plutôt un bon match à l'extérieur face à une piètre équipe du PSG. Juste quand je dis cohérent, ça veut juste dire c'est réfléchi. Oui, bien sûr. Voilà, la stratégie, elle est connue de tout le monde. Exactement. Il n'y a pas un mec qui va voir le coach en disant en fait, on joue à 3, à 4, à 5, à 6, à 3, à 2, devant, derrière. C'est bon, quoi. Parce que cette scène, elle est quand même folle. Ouais, elle est folle. C'est pour ça que je voulais la souligner. Il nous reste 15 minutes de podcast. Nico, je voulais te lancer sur Thomas Tuchel. Tu voulais ajouter quelque chose? Ouais, juste un truc quand même pour le côté physique. Il y a quand même, on tape beaucoup dans ce moment sur les Parisiens et on va continuer sur Tourelle avec plaisir. Mais il y a quand même quelque chose qu'il faut souligner, c'est que entre la fin du final 8 et les reprises de championnat, il y a aussi un décalage très important. Leipzig, ils ont eu 33 jours d'arrêt avant de reprendre une compétition. Le PSG, c'est 18. Donc tu vois, tu as quand même, quand tu reprends tout l'historique du PSG depuis le confinement au mois de mars,
il y a quand même des gros désavantages par rapport à d'autres équipes. La reprise rapide au mois de juillet après 3 mois d'arrêt, les 2 finales d'entrée de Coupe nationale. Enfin, voilà, il y a quand même une circonstance atténuante. Tu peux pas complètement occulter cet aspect où c'est voilà, 18 jours de pause entre la fin de la saison et la reprise de la nouvelle. Le PSG, c'est le plus petit dans les 8 finalistes, hors Lyon qui n'a pas joué de coupe, qui ne joue pas de Coupe d'Europe. Voilà, le PSG, c'est l'équipe qui a eu le moins de repos. Donc, tu dois forcément avoir un lien de cause à effet dans ça, tu vois. Alors Nicolas, je suis d'accord avec toi, je fais très court. Nicolas, je suis tout à fait d'accord avec toi et je l'avais même dit dans le podcast précédent qu'il y avait quand même des circonstances. Cela dit, dans les comportements, ça n'a rien à voir après. Tu C'est vois ce autre que je veux chose. dire? Dans l'état d'esprit et le comportement, même si physiquement tu es fragilisé, etc., tu dois montrer quand même autre chose. Et ça, ils ne le font pas, je suis désolé. Passons, il nous reste 12 minutes de podcast, on va les passer sur Tourelle. Je vais essayer d'être rapide, mais de vous redonner quand même les déclarations pour s'appuyer dessus. Donc le discours de Thomas Tuchel était quand même attendu en conférence de presse après un match comme ça. Il était très remonté, on l'a vu, il était échaudé déjà dès les premières questions sur la qualité de jeu de son équipe. Donc il a commencé son propos en disant on a joué avec un grand cœur, on a défendu, on a joué avec beaucoup de solidarité, on a gagné grâce à ça et je ne vais pas dire pardon pour ça et de justifier après la mauvaise qualité de jeu. J'ai vu une statistique qui dit qu'il nous manque 7 joueurs par match depuis le début de saison. Si vous attendez le meilleur PSG avec cette statistique, c'est votre droit. Vous attendez beaucoup de nous, nous aussi. Aujourd'hui, c'était nécessaire de répondre à tous les problèmes. Ce n'était pas possible de sortir le ballon sous pression et relancer une fois de plus sur la fébrilité de ces hommes. Là, il a fini par exploser et de lâcher cette déclaration que vous avez tous vue ou entendue. J'ai l'impression que vous demandez toujours la même chose et que ce sont toujours les mêmes questions. Vous pouvez poser la question dans le vestiaire si vous avez les couilles de faire ça. Les joueurs sont morts. Ils ont tout donné, donné le cœur, tout donné physiquement. Je suis fatigué de répondre toujours à vos attentes comme ça, fatigué. Si vous avez le courage, posez cette question dans le vestiaire, vous trouverez des gars cuits, des gars qui sont cuits, ils ont tout donné. Yacine, il y a plusieurs choses dans cette déclaration. Bah, déjà qu'il m'ouvre la porte du vestiaire, moi je vais y aller, la poser la question, il n'y a pas de problème. Toi, tu peux être entraîneur, toi, c'est pas pareil. Ah non, mais bah ouais, bah justement, Eh, je vais leur demander, mais bon. alors, pour parler de la première partie de son propos, il parle de solidarité, de courage. On dirait le discours d'un entraîneur de club amateur qui vient de rencontrer un gros en Coupe de France et qui a fait un exploit. En fait, il parle pas du tout de football. Mais non, mais en fait, il dit deux choses qu'il piège lui-même. Il parle que de cœur et de courage, et il dit les questions, elles reviennent tout le temps. Mais si elles reviennent tout le temps, à un moment donné, c'est qu'il y a bien une raison, non? N'est pas débile. Si tu joues comme le Brésil des années 70, tu fais du spectacle, on va pas venir te dire, ouais, comment ça se fait que vous faites du spectacle? Donc si les questions, elles reviennent tout le temps, c'est bien qu'il y a un problème. Mais en vérité, Tuchel, bon, on l'a déjà dit, donc je vais faire court. C'est le Tuchel de la fin de Dortmund, qui est en conflit avec tout le monde. C'est le Tuchel arrogant, qui n'accepte aucune question ou remarque d'un journaliste, parce que lui, c'est l'entraîneur et il sait. Il avait commencé quand il a parlé des diplômes. Voilà, quand tu commences à rentrer là-dedans en disant t'as pas tes diplômes, tu parles pas, déjà c'est réglé. Ensuite, moi, j'aurais bien voulu qu'il nous explique sa lecture du match. Ton équipe elle est en difficulté, tu fais ton premier changement à la 70e. Et tu peux nous expliquer aussi pourquoi toi, puisqu'apparemment il faut avoir des t'as pas les couilles de sortir que Mbappé ou que Neymar et que t'es obligé de sortir les deux en même temps. Parce que le coup de politique, là, il est bien beau, mais sortir les deux en même temps, tu sais pourquoi? Parce que même si c'est la 90e, s'il en sort un des deux, il y a Di Maria 10 minutes avant qui vient de faire la gueule parce qu'il est sorti tout seul, lui. En gros, d'accord. Donc moi, tu me sors dès la 70e. Les deux autres, t'en as rien à foutre. Première. Là, il en sort un des deux. Alors que les deux savent très bien que l'autre est nul aujourd'hui. T'inquiète pas, les joueurs, ça, ils le savent, ils le voient. Sors-en un des deux, tu vas voir. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Lui qui a des couilles, justement, il sort les deux. À la 90e. Ouais, mais c'est une blague ou quoi? Donc, la lecture du match, on en a parlé 50 fois. Oui, si t'as juste mis tes lunettes et tu regardes le match, tu sais qu'il y a au moins 3 changements à faire autour de la 70e. Et je suis gentil quand je dis la 70e. Parce que vraiment, c'est déjà à la mi-temps. Ouais. Parce que, par exemple, juste l'exemple de Paredes. Moi, à la mi-temps, Paredes, je le laisse au vestiaire parce que je lui dis, écoute, la prochaine fois que tu es dehors, on va finir à 10. Donc, stop là. Et Keane, ben voilà, encore une fois, on parlait de Tuchel et ses remplaçants. Quand tu fais rentrer Keane à la 91e, ok, aujourd'hui, Keane, il dit rien, il fait les efforts, il fait les courses. Tu vas pas le faire 4 fois dans l'année. À un moment donné, le gamin, il va se dire, attends, il y a des mecs qui courent pas, ils jouent 91 minutes, et moi, je vais me taper les 4 minutes de match qui restent. Nico, il y a quelque chose qui me venait quand même en tête parce que Yacine en parlait, c'est le Thomas Tuchel à la fin de son expérience à Dortmund, qui était en guerre contre les journalistes, qui supportait plus les médias, mais
Moi, je peux pas croire en vrai parce qu'on en parle souvent de Thomas Tuchel. Et hier, je voyais même un commentaire d'un vous avez une politique anti-Tourelle, etc. Ça nous fait pas plus plaisir que de parler de Tourelle comme ça. Et moi, je peux pas croire que, connaissant l'entraîneur qu'il était à Mayence et à Dortmund, c'est un entraîneur cérébral qui aime le jeu. On a déjà reçu Paulo Breitner dans le podcast qui nous parlait justement des connaissances tactiques, voilà, du connaissance du football de Thomas Tuchel, qui est un entraîneur qui étudie énormément ce sport, la tactique, qui se contente d'un contenu aussi médiocre. C'est forcément qu'il y a de la politique en jeu pour pas dégommer Neymar et Mbappé dans sa conférence de presse d'après-match, de pas dire qu'ils ont fait un mauvais match. En gros, il est comme s'il avait une épée de Damoclès et qu'il ne peut pas les sortir et il peut même pas dire du mal d'eux parce que sinon, il se fera rappeler à l'ordre et tirer les oreilles par doigt. Donc, moi, quand il sort ce genre de déclaration, je ne sais pas ce que tu en penses, Nico, mais je ne peux pas croire qu'il croit à tout ce qu'il dit et que je pense que c'est une carapace, mais que dans le fond, il est plus énervé que ça contre ses joueurs. De toute façon, évidemment, c'est de la politique. Évidemment que Tourelle a des circonstances atténuantes. Alors, on a parlé du physique, les blessures. Tu dois forcément en prendre compte parce que quand tu ne peux pas aligner une seule fois ton équipe type depuis 3 mois, forcément, c'est pénalisant. Après, il y a un problème de structure dans ce club, c'est pas nouveau. C'est quelque chose qui est récurrent et Tourelle, il est confronté au même problème que Emery a pu rencontrer, que Ancelotti a même rencontré à une époque. Ça ne va pas changer par rapport à ça. Après, sur Tourelle, c'est pareil. Moi, je suis en train de devenir le porte-drapeau des anti-Tourelle. Ce n'est pas du tout le cas. Moi, j'ai rien contre ce brave Tourelle. Il m'était très sympathique quand il est arrivé. J'aimais l'entendre parler foot. J'aimais en pratique des idées de jeu, essayer d'appliquer des concepts assez simples mais séduisants. Il donnait une identité de jeu à son équipe et c'était plaisant. Aujourd'hui, l'identité du PSG n'existe pas. L'identité du PSG aujourd'hui, on peut la résumer à donne la balle à nez. Quand on dit ça, on passe pour des demeurés, on nous traite de tout sur Twitter, mais c'est malheureusement ce qui se passe aujourd'hui. Il n'y a plus de concept de jeu. Il est complètement prisonnier de ces deux stars. Tu sens qu'il n'a pas la main dessus. L'épisode de Montpellier, quand il avait sorti Mbappé, voilà, l'épisode de Montpellier, il avait vraiment eu les mains sur ce vestiaire, il aurait poussé une gueulante derrière Neymar, Tourelle en disant ce qu'a fait Mbappé, c'est honteux, il n'a pas à se comporter comme ça, c'est moi le coach, il n'est pas content de sortir, c'est pareil. Le match d'après, c'est sur le banc et tu gardes ton autorité. Aujourd'hui, il n'a pas d'autorité. Et le club, tu peux ajouter le club avec lui parce que le oui, club... bien sûr, le club aussi. Et aujourd'hui, ce qui est frappant, comme le dit Yassine, ce côté Tourelle Dortmund, voilà, le sale côté de Tourelle, mais c'est surtout que tu as l'impression qu'il a, je ne sais pas s'il a lâché, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il est paumé. Aujourd'hui, il ne sait plus, dans la communication, il devient mauvais, ça devient même gênant de l'entendre en conférence de presse parce qu'il n'a plus d'arguments à part « t'as pas ton diplôme », c'est quand même très bas quand tu es entraîneur du PSG. Et puis surtout, il est paumé encore une fois dans le jeu. Cette équipe, depuis 18 mois, et on le redit tout le temps, ne nous parlez pas effectivement du physique du moment ou de Lisbonne de ce tournoi final. Ça fait 18 mois que le PSG régresse, que le PSG n'a plus d'identité de jeu, n'a plus de circuit préférentiel, n'a pas de... Et la scène d'hier, elle est quand même terrible. Tu joues ta vie en Ligue des Champions contre le Leipzig et tu as des joueurs qui pendant 70 minutes viennent voir le coach pour leur demander est-ce que je dois jouer là, 10 mètres plus haut ou 10 mètres à gauche. Mais qu'est-ce qu'ils ont foutu cette semaine aux entraînements? Qu'est-ce qu'ils ont foutu à la mi-temps? À la 55e, ils sont en train de lui parler. Ils ont foutu quoi pendant le quart d'heure de la mi-temps? Tu te demandes. Les mecs, ils reviennent de la mi-temps, ils sont paumés. Qu'est-ce qu'ils ont foutu dans le vestiaire? Donc Tourelle, aujourd'hui, moi, je maintiens qu'il doit partir très vite. Je pense qu'il serait parti hier soir si on avait perdu. Et bah tant pis, quelque part. Je suis content qu'on continue en Ligue des Champions. Mais je reste persuadé que Tourelle, à la trêve au plus tard, doit partir parce qu'il n'apporte plus rien. Mousse, pour aller dans la continuité de ce que dit Nico. Il ne reste pas beaucoup de temps, il reste 4 minutes, alors je vais essayer de faire court. Non, mais tu as le temps de parler un peu, parce qu'ils ont parlé, Yassine et Nico, donc tu as le temps de parler. Comment, et c'est pour ça que je pose ma question pour se projeter un peu, comment peut-on envisager d'aller plus loin pour le Paris Saint-Germain cette saison en Ligue des Champions en jouant de cette façon? C'est-à-dire que déjà, il faudra aller faire un résultat à Manchester la semaine prochaine, parce que le PSG a gagné, donc n'est pas éliminé, mais n'est pas qualifié pour autant. Ils ont un même nombre de points que Leipzig, donc rien n'est joué. Donc, sachant qu'il n'y a pas de progression dans le jeu, tactiquement, on a du mal à comprendre les joueurs sur le terrain. Physiquement, Marquinhos et Paredes l'ont dit, ils sont rincés de chez rincés. Comment on peut envisager de voir un changement dans le jeu du PSG avec ce qu'on a vu hier? C'est compliqué. Bon, déjà, juste un mot sur Tuchel, déjà, j'ai pas réagi là-dessus. Ouais, après, je te répondrai là-dessus. Sur Tuchel, en fait, hier, il y a eu le Tuchel en conférence de presse. Il y a eu le Tuchel face à Mohamed Bouafsi, où pareil, il a été de mauvaise foi, il s'est un peu énervé, etc.
Et puis moi, j'ai vu une autre déclaration et c'est là qu'en fait, Tourelle, il est capable d'avoir une vraie analyse calme. Ouais. En fait, moi, je pense qu'il est en pleine parano. Il est persuadé qu'il y a une cabale des journalistes et des médias français contre lui. D'ailleurs, il faudrait qu'il lise la presse allemande aujourd'hui parce qu'il se fait démonter de partout. C'est-à-dire que les suiveurs de Leipzig, ils ont très peu parlé de Leipzig puisque finalement, ils ont dit ce qu'on a dit. C'était très cohérent et qu'ils méritaient quand même de gagner. Par contre, ce qu'ils ne comprennent pas, c'est qu'avec un budget comme ça et des joueurs comme à Thomas Tuchel, la presse allemande ne comprend pas comment un PSG peut fournir une prestation aussi insipide. Donc là-dessus, il ferait mieux aussi de regarder chez lui. Et pourquoi je vous dis ça? Parce que moi, j'ai vu une autre interview pour PSG TV. Donc là-dessus, il ne peut pas trop s'énerver, évidemment, parce que d'abord, on ne lui pose pas des questions qui risquent de l'énerver. Mais au moins, il a livré une analyse calme en disant que oui, on a très mal joué. Mais que l'important, c'est ce que tu disais, Yacine, tout à l'heure, c'est que pour lui, l'important, c'était la confrontation directe avec Leipzig, qu'il a remporté. Et que dans les conditions physiques, avec les blessés, etc., le calendrier, etc., que de toute façon, il ne pouvait pas espérer plus et que c'est pour ça qu'il était quand même satisfait de son équipe. Donc, c'est une analyse qui vaut ce qu'elle vaut, mais il l'a dit d'une manière calme et surtout, il a reconnu que dans le jeu, évidemment, il n'y avait rien. Tu me parlais pour la projection face à Manchester. Je pense qu'il y a un match samedi contre Bordeaux. Il va falloir faire jouer peut-être les joueurs qui n'ont pas joué, c'est-à-dire Moïse Kean, Verratti, mais pas pour remplacer les titulaires. Leur donner du temps de jeu pour peut-être espérer aussi les voir mercredi. Parce que, encore une fois, Tuchel a vu le match quand même. J'espère qu'ils vont travailler la vidéo. Tu ne peux pas remettre le même 11 mercredi face à Manchester. Il va falloir trouver autre chose. Donc voilà, du repos, faire tourner l'équipe samedi et peut-être faire jouer le match en entier pour Verratti et Kean pour leur donner du temps de jeu et espérer les voir en forme mercredi. On va faire un mot rapide. Ouais, yes. Un petit mot. En fait, Tourelle, je l'avais déjà dit, depuis United, en fait, il est dans la recherche du seul résultat. Et en fait, il est plus de comment arriver au résultat. En gros, pour bien comprendre, c'est comme si tu vas à un contrôle d'histoire et tu te dis, je révise que la guerre 14-18 et je veux avoir 18 sur 20 au lieu de réviser 14-18, 39-45, ce que tu veux, tu vois, 3-4 thèmes. En fait, lui, il est là-dedans. Et en gros, son idée, c'est le résultat, il passe par ça, je fais que ça, et il faut, parce que je suis jugé que sur les résultats. Alors qu'avant Manchester 2019, il est dans le résultat, mais comment y arriver avec cette équipe? Et c'est là que la démarche, elle est plus bonne. Et en fait, tu vois bien, malgré tout, la différence de jeu entre avant mars 2019 et aujourd'hui. Non, mais il y a aussi, Yacine, le fait qu'il soit renié sur beaucoup de principes de jeu. Tu dis ça, tu as raison, mais moi, je suis désolé. Un mec comme Bielsa, par exemple, même quand il perd, souvent le contenu est quand même toujours intéressant et on ne parle pas du résultat. Oui, on parle quand même du contenu du jeu. Parce que Bielsa, c'est pour ça qu'il entraîne, entre guillemets, des équipes. Ah ben je sais bien, oui, évidemment. Ça, je suis d'accord. C'est la différence. Réponse très, très rapide, on est sur la fin. Nico, inquiet contre Manchester la semaine prochaine, pour le match contre Manchester? Oui, bah, tout le monde doit être inquiet après le match d'hier. Encore une fois, c'est le pire match qu'on ait vu depuis 10 ans en Ligue des Champions. Donc, celui qui n'est pas inquiet, il est fou. Après, Verratti va revenir. Neymar aura un peu plus de rythme. Et puis, on peut espérer, encore une fois, une prise de conscience et qu'ils se mettent tous à tirer dans le même sens. Donc, inquiet, mais bah, je garde la foi, on va dire. Mousse, pareil, un peu, même sentiment? Ouais, pareil, c'est-à-dire inquiet, mais quelques motifs d'espoir avec la fin de match, avec Verratti, Rafinha, Moïse Kean. Encore une fois, tout dépendra de la composition, mais s'il change son fusil d'épaule, pour reprendre son expression, s'il a les couilles de sortir les mecs qui ne méritent pas de jouer, à ce moment-là, on peut faire une belle fin de phase de poule. Voilà. Je pense qu'on va pouvoir leur sortir souvent les couilles. Comme il l'a sorti en premier, on est tranquille. Voilà, exactement. Voilà. Yacine, nous faisons que paraphraser. Voilà, exactement. Yacine, il y a aussi le retour de suspension de Kimpembe la semaine prochaine. Ça va quand même beaucoup compter. Toi, ton sentiment par rapport au match la semaine prochaine? Moi, je suis inquiet parce qu'en fait, les joueurs sont cramés, qu'ils n'ont pas de jambes. Et moi, j'ai un truc avec Mousse, on en a discuté vite fait. C'est que moi, je suis persuadé qu'il faut que sur les 2 prochaines semaines, il y ait une équipe qui joue en Ligue 1, entre guillemets. Tu ne peux pas les 11 joueurs. Et une équipe qui joue en Ligue des Champions. Parce qu'en fait, là, tu n'es pas dans l'accumulation du rythme qui va te faire progresser. Là, chaque match, en fait, c'est une torture. Donc peut-être que jouer un match par semaine, ce sera peut-être mieux pour le préparer. Et je rappelle juste au passage que le Real Madrid, avec Zidane, qui gagne la 2e Ligue des Champions, je crois, j'ai un doute, en fait, pendant pratiquement toute la deuxième partie des 8e de finale jusqu'aux demi-finales, il y a une équipe du Real qui joue le championnat. En gros, hein.
et une équipe du Real qui joue la Ligue des Champions. Je crois que Ronaldo, il joue pratiquement 2 matchs de championnat sur la. Et puis les gardiens aussi, il y a une histoire avec les gardiens, Voilà. je crois. Ouais, c'est ça. Et pour moi, en fait, encore plus cette saison à cause du calendrier, tu es typiquement dans ça. C'est-à-dire qu'il faut arrêter accumuler en disant ils vont gagner du rythme. On voit bien qu'ils ne gagnent pas de rythme. Donc, donne-leur une semaine, prépare ton équipe en une semaine, et ton autre équipe avec les jeunes, tu l'as une semaine. Dans 3 semaines, la Ligue des Champions, de toute façon, quoi qu'il arrive, elle est finie pour la première partie. Donc, soit tu es qualifié, soit tu n'es pas qualifié. Le championnat, tu as assez de marge pour rattraper les points si tu en manques 3 d'ici 2 semaines. Quoi. Bon, en tout cas, élément de réponse dès samedi à 21h contre Bordeaux. Et puis Manchester United mercredi prochain à Old Trafford. On verra tout ça. Bon, je pense qu'on a été complet. On a eu le temps de revenir sur tout. On a essayé de faire du mieux qu'on pouvait par rapport aux dispositions de chacun, au travail de chacun. Je pense que vous serez content du résumé du match qu'on a fait aujourd'hui. Donc, merci à vous en tout cas. Merci pour le commentaire, merci pour les soutiens. Et puis, n'hésitez pas à commenter, liker, partager, parler du podcast autour de vous. Ça nous fait extrêmement plaisir et ça permet au podcast et à la chaîne YouTube de diffuser un peu plus chaque jour. Merci à tous et puis on se dit rendez-vous au prochain podcast après le match contre Bordeaux. Salut à tous. Ciao. Allez. Ciao.